Et si on parlait de sport? Une émission produite et réalisée par l'association Et si on parlait de sport et animée par Laurent Garnier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 162e émission de Et si on parlait de sport, une émission spéciale Coupe du Monde de football 2026. Pendant 39 jours, du 11 juin au 19 juillet, la planète football a vécu au rythme de cette 23e édition organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Une Coupe du Monde hors norme, une Coupe du Monde spectaculaire, une Coupe du Monde parfois déroutante, parfois critiquée, mais qui aurait incontestablement marqué une nouvelle étape dans l'histoire de la compétition. Pour la première fois, 48 sélections étaient réunies. Pour la première fois, 3 pays accueillaient ensemble la Coupe du Monde. Pour la première fois également, le programme comptait 104 rencontres, soit 40 matchs de plus que lors de la précédente édition au Qatar en 2022. 12 groupes de 4 équipes, 32 nations qualifiées pour la phase finale à élimination directe, l'apparition des 16e de finale et au bout de cette immense aventure, un nouveau champion du monde, l'Espagne. Un champion du monde sacré après une finale remportée sur le score de 1-0 face à l'Argentine au terme d'un match qui aura basculé dans les dernières minutes. Cette édition aura été celle de tous les chiffres et de toutes les superlatifs, 48 équipes, 104 matchs et 16 villes hautes réparties sur l'ensemble du continent nord-américain. 11 villes américaines, 3 villes mexicaines et 2 villes canadiennes ont accueilli la compétition. Pendant plusieurs semaines, avec notre série spéciale Coupe du Monde réalisée en partenariat avec la Ligue de football d'Occitanie et ses 12 districts, nous vous avons raconté toute l'histoire de cette compétition. Nous sommes repartis en Uruguay en 1930 sur toute la première Coupe du Monde. Nous avons revécu le Maracanazo en 1950, l'éclosion de Pelé en 1958, le buto fantôme de Wembley en 1966, le Brésil en 1970, les duels Cruyff-Beckenbauer en 1974, l'épopée française en 1982, la main de Dieu de Diego Maradona en 1986, le sacre des Bleus en 1998 ou encore la finale exceptionnelle entre l'Argentine et la France en 2022. Édition après édition, nous avons traversé près d'un siècle d'histoire du football. Il était donc naturel de refermer cette grande aventure par une émission exceptionnelle, le grand débrief de la Coupe du Monde de football 2026. Une première, nous analyserons la phase de groupe, nous reviendrons sur les 12 groupes, sur les équipes qui ont dominé, celles qui ont surpris, les favoris qui ont douté et les nations qui n'ont pas réussi à franchir le premier obstacle. Nous parlerons également de ce nouveau format 48 équipes, de ses avantages, de ses limites, de son impact sportif et de ce qu'il change profondément dans la manière de vivre une Coupe du Monde. En deuxième mi-temps, nous entrerons dans le tableau final, des 16e de finale jusqu'à la finale. Nous décrypterons les grandes affiches, les tournants du tournoi, les performances individuelles, les choix des sélectionnaires et bien entendu le parcours de l'équipe de France. Une émission de débat, d'analyse et de passion. Une émission pour comprendre que cette Coupe du Monde nous a raconté sur le football d'aujourd'hui et peut-être aussi sur celui de demain. Alors installez-vous confortablement et embarquez avec nous pour une émission riche en émotions et en adrénaline. Tout de suite, place à la première mi-temps avec René Trébout, Nicole Bayod et Nicolas Koumel-Salver. Et si on parlait de sport? Première mi-temps. Retour sur le plateau de Et si on parlait de sport pour réaliser ce grand débrief. J'ai le plaisir d'accueillir 3 passionnés de football qui vont nous apporter leur regard, leur expérience et leur analyse. René Trébout avec nous, ancien joueur et membre du district de football de Haute-Garonne. Nicolas Bayod, ancien joueur professionnel formé au Toulouse FC. Il a évolué au haut niveau. Aujourd'hui, il accompagne les sportifs, dirigeants et entraîneurs en tant que mentor football et coach mental. Et un autre Nicolas Koumel-Salver, qui est chargé d'événementiel pour l'association Un maillot pour la vie et lui aussi passionné de football. Bonjour à tous les 3. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Laurent. Merci Laurent. Alors le mondial, 48 équipes, on va démarrer avec ça, une révolution réussie. On va commencer là-dessus avec, avant d'entrer dans ce détail des 12 groupes, il faut effectivement commencer par la grande nouveauté de cette édition, le passage de 32 à 48 équipes. Pendant des années, cette réforme a alimenté les discussions. Certains y voyaient une ouverture nécessaire du football mondial, d'autres doutaient une baisse du niveau, des rencontres trop déséquilibrées, une compétition interminable. Question à tous les 3, est-ce que la FIFA a eu raison d'élargir la compétition? On va démarrer par René. Donc c'est vrai que c'est une évolution énorme pour le système.
Mais après, pourquoi pas passer à 48 équipes avec l'ouverture à des pays que l'on n'a jamais vus et qui ont progressé, eux, dans leur fonctionnement et qui se sont quand même qualifiés dans le système qui a été mis en route. Donc, pour moi, ça ne me dérange pas du tout, au contraire. Et quand on a regardé la Coupe, on s'aperçoit qu'il y avait des gens intéressants à avoir joué, qu'ils avaient fait des efforts partout et qu'ils arrivent encore à être parmi nous, parmi la Coupe du Monde, ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire pour tout le monde. Alors voilà, la question c'est, est-ce que la FIFA a eu raison d'élargir cette compétition? Nicolas Bayod? C'est une vaste question qui peut avoir deux types de réponses, évidemment. Maintenant, c'est vrai que je rejoins René sur le fait de l'ouverture. C'est-à-dire l'ouverture pour des pays qui n'ont pas forcément l'occasion, c'est positif et ça a amené du positif d'ailleurs à cette Coupe du Monde. On en reparlera sûrement tout à l'heure. Puis après, je pense que ce sont aussi les premiers concernés qu'il faudrait peut-être consulter. Pour moi, ça a donné une bonne image. J'ai pas trouvé qu'il y avait trop de matchs, même si c'était une Coupe du Monde avec un décalage horaire où on n'a pas pu justement assister à toutes les rencontres. Alors Nicolas C, on va l'appeler comme ça aujourd'hui. Alors juste une question Nicolas que je pose un peu différemment. Est-ce que tu estimes que la présence de 48 équipes a dilué le niveau général ? Écoute, c'est vrai que c'est une bonne question parce que voir de nouvelles nations participer est une bonne chose comme l'ont dit mes deux compères. Après, c'est quand même une Coupe du Monde et ça doit quand même rester avec un certain standing. Il est la meilleure compétition qui existe pour les passionnés de football internationaux. Elle ne doit pas devenir une compétition dans laquelle presque toutes les sélections moyennes viennent, puisqu'il faut quand même avoir un certain niveau, un certain standing. C'est pour ça que justement, il y a des phases qualificatives en amont de cette compétition. La qualification doit conserver une valeur très très forte et c'est pour ça qu'on veut les meilleures équipes au monde. C'est pas pour rien qu'elle s'appelle la Coupe du Monde. Lorsqu'on élargit autant le tournoi, on affaiblit mécaniquement la difficulté des éliminatoires dans certaines zones. Pour le coup, il y en a pas mal qui se sont plaints que la compétition commençait à partir des huitièmes de finale, à tort ou à raison, mais on peut se poser la question. Oui, alors justement, on disait qu'on a commencé avec 12 groupes de 4. Les 2 premiers de chaque groupe étaient qualifiés, ainsi que les 8 meilleurs troisièmes. Cela signifiait que les 32 équipes sur 48 poursuivaient l'aventure après une phase de groupe. Autrement dit, les 2 tiers des participants accédaient au tableau final. La FIFA avait initialement envisagé 16 groupes de 3 avant de revenir sur cette formule de 12 groupes de 4. Est-ce que vous avez fait ce regard, ça ? Est-ce que vous avez un peu étudié cette formule, ce changement ? Parce que finalement, c'est un écrémage, on en limite, c'est assez limité, les gens qui sont éliminés. Oui, bien sûr, c'est éliminatoire. Mais ce qui est inquiétant, c'est que dans les 48, il y a quand même des équipes qui ont été éliminées auxquelles on ne s'attendait pas. Oui, mais voilà, c'est le brassage qui est fait. Alors, on va rester sur les joueurs parce que faut aussi parler de la santé des joueurs. Nicolas, une question. Est-ce que les joueurs qui ont été oubliés dans cette expansion, c'est-à-dire que ça veut dire que c'est rajoute des matchs encore ? Alors pour certains pays, c'est peut-être un problème. Je pense que c'est d'une manière générale. C'est-à-dire que si on sort de la Coupe du Monde, on se rend compte que le calendrier, aujourd'hui, si on se souvient une année en arrière avec la Coupe du Monde des clubs qui a été intégrée, je crois qu'aujourd'hui, on oublie les joueurs. Et c'est vrai que c'est dans ce sens-là que je rejoins Nico, où ça peut devenir dangereux. Et puis par rapport à la question que tu viens de poser, de relever, par rapport à l'intérêt du premier tour, ça enlève complètement l'intérêt du premier tour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur 4 équipes, il y a les 3 premiers des 3 quarts des groupes qui sortent. Donc c'est vrai que l'intérêt sur ce début de Coupe du Monde, il n'est pas sportif. Il est plus sur le côté spectaculaire. Et je crois que c'est en tout cas aujourd'hui la voie que prend la FIFA. C'est le côté spectacle. D'ailleurs, on pourra y revenir en deuxième partie. Et le côté financier, évidemment, au détriment des puristes, on va dire. Et c'est cette question-là qu'il faudra se poser. Une petite question, justement, on reste sur cette question par rapport aux joueurs qui seraient oubliés par cette expansion-là. C'est ça qui m'intéresse. Le problème, c'est d'abord toute la préparation physique qui est à mettre en place. Et moi, ce qui me dérange là aujourd'hui, on est allé sur un territoire immense avec des matchs qui se jouaient à des kilomètres d'avion. Quelque part, rester
en permanence au top. D'ailleurs, quand on regarde, on s'aperçoit qu'il y a des matchs de préparation qui ont été pas si magnifiques que ça, parce que peut-être qu'on arrivait à peine à s'habituer à la chose. Un petit mot là-dessus ? Ouais, bon après, Nicolas. peut-être pour parler un petit peu du sportif, là on parle, comme Nicolas dit, de gros joueurs qui ont justement des calendriers à rallonge, avec justement leurs clubs qui sont sur le haut de la montagne et sur le devant de la scène. Donc ça fait des matchs, beaucoup de matchs pour les organismes, c'est compliqué. Mais moi je pense aussi justement à certaines petites équipes qui, elles, n'ont pas forcément la qualité de préparation qu'ont ces équipes, donc ça peut aussi engendrer des blessures. Pour le coup, il y en a certaines aussi qui jouent avec leurs armes, c'est-à-dire peut-être un petit peu plus de combativité, donc forcément ça amène à ce qu'il y ait des rencontres différentes, et là on pense justement aux gros joueurs qui sont confrontés à ça, donc que ça soit les grosses équipes ou les plus petites, il y a justement pas mal de matchs qui font que il peut y avoir quelques difficultés. 3 pays, 16 villes, une organisation hors norme. On va passer à cette nouvelle phase de cette réflexion. Parlons maintenant donc de l'organisation. Cette Coupe du Monde s'est déroulée donc dans 3 pays, les États-Unis, le Canada et le Mexique. 16 villes ont accueilli les rencontres, 11 des États-Unis, 3 au Mexique et 2 au Canada. Est-ce que cette organisation, sur un territoire aussi vaste, a donné une dimension supplémentaire au tournoi, ou au contraire, a-t-elle cassé son unité ? On va commencer par toi, Nicolas Bayod. Disons que, encore une fois, l'ouverture, on est toujours favorable à ce qu'un maximum de personnes puissent participer à la fête. Maintenant, quand on voit à côté de ça les contreparties logistiques, la question se pose. Maintenant, je pense que ça a été une réussite sur les 3 territoires, que ce soit au Canada, au Mexique et bien sûr aux États-Unis. Donc, on va dire que sur ce côté-là, oui, pour moi, ça reste une victoire. On va noter quand même que le Mexique, c'est la 3e organisation qu'ils font, puisqu'ils ont déjà organisé en 70 et en 86, donc c'était pas un pays inconnu pour la Coupe du Monde. Ton avis là-dessus, René ? C'est nouveau pour nous, c'est difficile à être pour ou être contre. Je pense que dans tous les cas, on a des choses intéressantes qu'on peut faire, et des choses qui nous compliquent la vie, dans l'étalement de l'emploi du temps, de la préparation physique. Est-ce que peut-être un jour, il faudrait peut-être rajouter 2 ou 3 remplaçants de plus sur le banc ? Peut-être que ça serait une solution qui permettrait aux joueurs de récupérer plus vite, dans la mesure où ce serait fait intelligemment. Ton avis sur cette question précise donc, de cette organisation sur 3 pays ? Écoute, comme on se l'était dit déjà dans l'émission précédente, que ça soit au Mexique, aux États-Unis ou au Canada, c'est quand même 3 terres qui connaissaient, à part le Mexique, pas le football. Et pour le coup, ça reste quand même une diversité qui a enrichi la compétition, puisque on voit justement que les 3 pays hôtes ont su justement ramener un maximum de personnes au stade, parfois même qui ne connaissaient pas forcément le football. Et ça fait plaisir de voir une telle ambiance toujours présente lors de la Coupe du Monde. En revanche, elle a aussi rendu plus difficile, comme je l'ai dit, l'existence d'une vraie ambiance unique, puisque à part le Mexique, où c'est vraiment terre de football, puisque c'est la 3e fois où ça a accueilli la Coupe du Monde, le Canada et les États-Unis, c'était une première. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas le sport premier dans ces pays-là. Donc on voit quand même une diversité, mais qui est aussi le début de quelque chose. Donc c'est important de se diversifier et d'aller dans des pays comme ça. Alors si on continue sur ce que tu dis là, sur le plan sportif, est-ce que ces distances ont pu créer des inégalités entre les équipes ? Alors c'est un risque quand même assez important, comme le disait René. On a dû essayer de limiter en répartissant les équipes par zone géographique, et ça c'est souvent compliqué, puisque malgré justement ces fuseaux horaires différents et juste ces climats aussi qui l'étaient, on a quand même essayé d'avoir des conditions qui respectaient l'intégrité et les organismes des joueurs. Ça reste quand même compliqué en fonction des villes, en fonction de l'altitude, la chaleur. On a pu voir justement que même si c'était marketing, par moment c'était quand même important d'avoir des pauses fraîcheur. Mais voilà, cette diversité faisait partie de la Coupe du Monde, et on s'en souviendra. Nicolas, ton point de vue là-dessus ? En fait, la question, elle a beaucoup de sens
sur l'aspect justement sportif. C'est-à-dire qu'on se rend compte que cette question, elle a pris de l'importance plus la compétition a avancé. Donc c'est sûr que sur les premiers tours, on va dire que tout le monde se déplaçait plus ou moins. On a compris aussi l'anticipation et on va dire les compétences du staff français. C'est-à-dire qu'ils ont choisi un endroit stratégique et aussi ça, on va dire derrière, en découle en fait des choix stratégiques. Tout à l'heure, on parlait du fait de pouvoir. Alors René parlait peut-être de rajouter des remplacements parce qu'aujourd'hui le nombre de joueurs il est plus que suffisant déjà avec 26 alors qu'à l'époque on était déjà à 23 et c'était déjà suffisant pour faire une compétition sur un mois et demi. Mais là rajouter des remplacements pendant le match, voilà, je sais pas, mais en tout cas ça prend tout son sens quand on voit les déplacements et on va dire que nous les Français à ce jeu-là on a été très très bons. C'est-à-dire qu'on a eu un endroit stratégique, on est ceux qui nous sommes le moins déplacés. Et plus on avance dans la compétition, et forcément on le sait, plus ça a de l'importance dans la récupération des organismes. Oui, la fatigue des joueurs, c'est ce qu'on disait, c'est important aussi. Et puis peut-être aussi que tous ces pays nouveaux qui arrivaient, ils sont arrivés très préparés. Mais dans la durée, c'est devenu compliqué parce qu'après, même nous, les Français, on était au-dessus de la préparation physique et que eux, par contre, plus les matchs se passaient et plus ils encaissaient parce que la qualité était moins élevée et les joueurs moins préparés, ils ont bossé pour être dans le coup tout à fait au début. Donc après, ça a été compliqué de gérer et de continuer à faire des efforts physiques énormes. Cette première Coupe du Monde de 48 équipes aura donc tenu ses promesses tout en ouvrant de nombreux débats et on pourrait en parler pendant des heures. Plus de nations, plus de matchs, plus de diversité mais aussi davantage de fatigue, de déplacement et une formule parfois difficile à décrypter. Place maintenant au terrain et je sais que vous attendez tout ça, aux résultats et aux premières tendances de ce mondial. 12 groupes, 48 équipes, des favoris déjà sous pression et des outsiders bien décidés à tout bousculer la hiérarchie. Tout de suite le débrief de la phase de groupe. Et on débute par le groupe A avec le Mexique, le Sénégal, la Corée du Sud et la République tchèque. Le groupe du Mexique, l'un des 3 pays organisateurs de cette Coupe du Monde. Les Mexicains avaient une vraie pression sur les épaules, réussir leur entrée devant leur public et montrer qu'ils avaient les moyens d'aller loin. Face à eux, un Sénégal ambitieux, une Corée du Sud toujours disciplinée et une République tchèque capable de poser des problèmes à n'importe quelle équipe. René, est-ce que le Mexique a répondu aux attentes ? Pour moi, oui, parce que c'est quand même une bonne équipe. On peut dire ce qu'on veut des Mexicains, mais c'est quand même une équipe qui a fait pression, qui avait la pression sur les épaules, réussir leur entrée devant leur public et montrer qu'ils avaient les moyens d'aller loin. Nicolas Bayod, on parle souvent de pression, toi qui travailles dans le mental, comment un pays organisateur se prépare ? Est-ce que tu as senti que cette équipe était libérée ou au contraire sous tension ? Non, mais je crois que le Mexique, ça a été aussi un élément de la réussite de cette Coupe du Monde. Quand on dit la diversité, c'est vrai que je reviens un peu en arrière, mais c'est un pays de football. Les Mexicains, voilà, ils aiment ça, ils vivent ça, ils ont un passé, des résultats en Coupe du Monde qui sont marquants, ce qui n'est pas forcément le cas des deux autres. Donc pour moi, ça a été réussi. Maintenant, c'est sûr qu'ils avaient sûrement l'ambition d'aller un petit peu plus loin dans cette compétition. Mais bon, ils sont pas passés très très loin. Un petit mot sur ce groupe A ? Ouais, écoute, moi pour le coup, je trouvais que voilà, c'était un groupe assez homogène. Le Mexique, du fait qu'il soit pays organisateur, ça galvanise toujours. Tu as parlé de pression, Nico en a parlé aussi. Je pense que c'est aussi de la bonne pression. Ils savent qu'ils ont un public derrière eux qui sera là pour le coup en nombre pour les encourager. Pas non plus d'énormes équipes en face, si ce n'est une Corée du Sud avec la dernière Doug Minson. Voilà, le football asiatique, ça reste toujours assez sérieux. Techniquement parlant, c'est fort. République tchèque, ils sont toujours là à chaque Coupe du Monde. Donc voilà, c'est aussi une équipe en termes de régularité qui est souvent présente. Et les Africains, eux, par contre, c'est souvent tout ou rien. Là, pour le coup, ça a été assez décevant pour ma part. Après, ça a fait quand même des oppositions sympas. Mon regard
en tant que passionné et amateur de foot, ça reste l'ambiance qu'il y a eu notamment lors du match d'ouverture avec le Mexique qui a roulé sur l'Afrique du Sud, et après un petit peu de déception avec la Corée du Sud qui aurait pu, avec les joueurs qu'ils avaient, faire un petit peu mieux, mais dans un sens, ce groupe A, il n'y a pas eu beaucoup de surprises, et c'est comme ça. Eh bien, on va continuer avec le groupe B, puisqu'on a quand même beaucoup de groupes à voir ensemble, avec un autre pays organisateur, c'était le Canada, la Suisse dans ce groupe avec la Bosnie-Herzégovine et le Qatar. Le Canada faisait partie des équipes très attendues de ce mondial. Après plusieurs années de progression, cette sélection avait l'occasion de confirmer qu'elle s'installait durablement parmi les nations. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire sur ce groupe ? On va commencer par René. Derrière le Canada, on retrouve une vieille connaissance des phases finales, la Suisse, une équipe dont on parle parfois peu, mais qui répond presque toujours présente. Oui, c'est sûr, mais parce que la Suisse a toujours été précieuse de par son origine. Mais c'est quand même des équipes qui sont pas là depuis hier. Donc c'est considéré comme l'un des grands favoris quand même. Et elle fait partie de la sélection extrêmement difficile à battre. Ça possède une culture tactique, connaissent parfaitement leur rôle. Le collectif passe avant les individualités, ce qui est souvent le cas, et ce qui est des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Forcément, une équipe qui a du spectacle, qui crée le spectacle, mais qui est efficace. Donc, depuis Coupe du Monde, la Suisse confirme une remarquable régularité. Cela démontre que le travail de formation paye toujours. Nicolas B, un petit mot sur le Canada et éventuellement un petit mot sur le Qatar. Oui, on va dire que derrière la Suisse, le Canada a tenu son rang aussi de pays organisateur, avec des joueurs qu'on connaît bien en Europe. Puis c'est aussi, pour revenir un petit peu sur la Coupe du Monde, c'est vrai que ces groupes-là, que ce soit le groupe A, le groupe B, c'est un petit peu aussi ce melting pot qu'on découvre entre des pays sud-américains, européens, aussi également asiatiques. Donc là, dans cette poule, le Canada a tenu son rang de pays organisateur, avec des joueurs intéressants. Et puis après, on avait en second plan, on va dire, le Qatar et la Bosnie qui, me semble-t-il, n'ont pas surperformé. Si vous voulez bien, on passe sur le groupe C, avec là l'entrée du Brésil, le Maroc et l'Écosse et l'Haïti. C'est important ce groupe C, puisque on sait bien que le Brésil est toujours attendu. On rappelle que le Brésil, c'est quintuple champion du monde, qui retrouvait le Maroc, révélation du football africain les dernières années, et aussi l'Écosse et Haïti, un groupe qui promettait du spectacle et qui n'a pas déçu. Qu'est-ce qui veut parler un peu de ce premier... Vas-y, Nicolas, vas-y, enchaîne. Là, pour le coup, là on rentre dans le vif du sujet, une belle poule de Coupe du Monde entre un Brésil qu'on connaît tous, avec peut-être un petit peu plus faible que les éditions précédentes, mais toujours le grand Brésil. On attendait Neymar, mais on attendait Neymar. Il était là. Bon, il était assis sur le banc, mais il était quand même là. Sur le banc. Sur le banc, c'est ça. Bon, après, ça reste quand même le Brésil. Après, Nico et René parleront du Maroc, Écosse et Haïti. C'est aussi de belles nations. Mais pour rester sur le Brésil, comme tu l'as dit, quintuple champion du monde, ça reste une nation qui respire le foot. C'est la terre du football. Techniquement, cette équipe possède toujours des joueurs capables de faire la différence à tout moment. Tu parlais de Neymar, mais je peux en citer plein d'autres, que ce soit Rafinha, que ce soit Vinicius, ou même devant, il y avait du beau monde. Pour le coup, ça c'est resté une grosse nation aujourd'hui qui cherche d'abord l'efficacité. C'était la première en grosse compétition de Carlo Ancelotti, donc c'était pas n'importe quoi. On attendait certes Neymar, mais on attendait le Brésil. Ce Joga Bonito, pour le coup, ça s'est vu plus ou moins, puisqu'ils ont été quand même un petit peu dans la difficulté, notamment face au Maroc, mais ils ont quand même réussi à sortir des poules. Ça, c'était le strict minimum. Donc voilà, on les attendait pour la suite. Un petit mot sur le Maroc, Nico. Oui, le Maroc, on va dire, a fait une très bonne entrée en matière. Nico en parlait, le match contre le Brésil, je crois que ça a été un des premiers gros matchs de la compétition, où les Marocains ont quand même assez dominé ces Brésiliens. Et puis ensuite, ils ont donné le ton sur cette Coupe du Monde, ils ont confirmé leur demi-finale de 2022 et leurs ambitions.
Oui, l'Écosse, si je me souviens bien, a fait quelques bons matchs aussi. Avec un McTominay en forme et puis un Robertson aussi, quelques noms sympas. Ouais. Non, les Écossais, quand on est dans une poule comme ça, leur objectif c'était d'aller chercher la 3e place. Malheureusement, je crois qu'ils ne sont pas sortis. Il ne restait pas beaucoup. Ils sont sortis, ils sont sortis puisque là, pour le coup, logique respectée, mais ils ne sont pas allés bien loin, ils se sont fait sortir autour d'un. Alors après le Brésil, place au 3e pays organisateur, les États-Unis, vous le savez quand même, qui était le gros organisateur. Un groupe D où les Américains étaient très attendus face au Paraguay, on en reparlera plus tard, l'Australie et la Turquie, une poule très homogène où chaque point allait compter. Un petit tour de table rapidement sur ce groupe-là. Comme tu l'as dit, un groupe avec un pays hôte, donc là pour le coup c'est pas rien, même si après les autres nations à côté étaient plus ou moins fortes. Les États-Unis ont fait ce qu'il fallait, on les attendait à ce niveau-là et ils n'ont pas déçu avec un Pochettino à la tête de cette équipe et quelques noms clinquants, donc pas de surprise et au contraire un beau jeu affiché pour les États-Unis. René, un petit point sur les États-Unis après le Paraguay. Les États-Unis, oui, parce que derrière les États-Unis, le Paraguay a encore démontré qu'il restait une équipe extrêmement difficile à jouer, avec des tas de raisons qui sont quelquefois limites dans le comportement. Mais c'est un pays où sa réputation est toujours fidèle, très compacte, très disciplinée, avec une énorme solidarité. C'est vrai que c'est pas toujours rose quand on les joue, mais c'est le plus spectaculaire, mais elle oblige toujours son adversaire à jouer à son meilleur niveau. L'Australie, la Turquie, pour toi, Nicolas, quelques mots rapides. Pas de grands souvenirs, mais en tout cas les Turcs, je sais qu'ils sont, c'est dommage, ils avaient la possibilité de faire mieux, me semble-t-il. Très décevant les Turcs. Ouais. On va dire que dans cette poule-là, c'est peut-être la Turquie qui n'a pas su tirer son épingle du jeu. Donc, après, l'Australie, me semble qu'ils ont été corrects dans leur match. C'était un groupe avec 2 équipes qui sont sorties du lot. Groupe E maintenant avec une nation que l'on retrouve toujours parmi les favoris, l'Allemagne. Face à elle, il y avait la Côte d'Ivoire, l'Équateur et le Curaçao qui disputaient la première Coupe du Monde de son histoire. On commence par l'Allemagne. Ouais, l'Allemagne, écoute, j'ai trouvé une Allemagne fidèle à son ADN, une équipe disciplinée, la Nationalmannschaft avec la mentalité allemande et les joueurs qui allaient avec, capable de maîtriser les tempos d'une rencontre. Ils débutent très très fort en foutant une rouste au Curaçao, malgré le fait qu'ils aient encaissé un but, mais comme ils ont l'habitude de faire, toujours un gros score en poule contre une petite équipe. Et après un petit peu plus compliqué, ce qui m'a quand même plu, c'est sa capacité à alterner les phases de possession et les tempos un petit peu plus rapides. L'Allemagne, on y viendra peut-être après, mais en tout cas en phase de poule, elle n'a pas déçu, elle a fait le job, la grande Mannschaft comme d'habitude. Donc voilà, c'était plaisant à les voir jouer, que ce soit contre les petites ou une équipe un petit peu plus forte. La Côte d'Ivoire pour toi, Nicolas? Oui, en Côte d'Ivoire que je suis attentivement avec des personnes à l'intérieur que je connais assez bien dans le staff. Donc la Côte d'Ivoire, c'est toujours un pays qui a un gros potentiel. On sait qu'ils peuvent embêter du monde, d'ailleurs on est bien placé pour le savoir, vu aussi la préparation. On va dire que c'est un peu l'histoire de ces pays africains qui ont du potentiel et qui malheureusement après n'arrivent pas à l'exploiter. Mais bon, là sur la phase de poule, ça s'est quand même relativement bien passé pour eux. René, un petit mot pour conclure avec l'Équateur. Oui, l'Équateur, une équipe discrète, mais toujours compétitive. Donc, il est resté fidèle à lui-même. Une équipe généreuse, très engagée physiquement, bien sûr, et difficile à manœuvrer. Elle fait peut-être pas beaucoup de bruit médiatiquement, mais elle oblige ses adversaires à produire un gros match. C'est une sélection qui progresse régulièrement. Alors après l'efficacité allemande, place à un autre grand nom du football européen, le Pays-Bas, dans un groupe F. Les Néerlandais retrouvaient le Japon, la Suède et la Tunisie, une poule particulièrement homogène où chaque équipe possédait de solides arguments. On va recommencer par toi, René, un petit point sur les Pays-Bas. Derrière les Pays-Bas, il y avait le Japon aussi, qui confirme encore une fois les progrès impressionnants du football asiatique, mais ça c'est dans l'esprit, c'est dans la clarté des choses, la rigueur. Les Pays-Bas, pour moi, il leur a manqué beaucoup de choses, donc ils ont fait avec le maximum qu'ils pouvaient faire, et ils ont été éliminés assez tôt, quoi. Et il y avait la Suède aussi, on en parlera plus tard peut-être, mais elle est sortie de son groupe. Oui, on va dire par la petite porte, mais voilà, elle a réussi à se frayer un chemin sur cette phase de groupe.
Donc on va dire que des Suédois qui ont essayé, en tout cas c'est des nations qui sont habituées maintenant des Coupes du Monde, les Euros, ils y participent régulièrement. Et un peu à l'image de la Norvège, avec un football assez particulier, toujours des bons joueurs. Ils ont réussi à sortir de cette poule sans non plus faire de choses extraordinaires. Et on termine avec la Tunisie, Nicolas. Oui, là pour le coup, c'était autant il y a d'autres poules qui sont avec un niveau très hétérogène, autant là, les 3 nations, Pays-Bas, Japon, Suède, étaient du même niveau. Autant la Tunisie fait ce qu'elle pouvait. C'est une sélection qui bénéficie toujours d'un soutien populaire exceptionnel. Oui, il y a les supporters tunisiens qui sont là. Après, l'équipe s'est battue avec beaucoup de cœur. Mais ce sont un petit peu les seules armes qu'elles ont, ce genre d'équipe, parce que, comme le disait René, elle s'est fait éliminer assez tôt. La passion populaire, c'est bien, mais après, le niveau sur le terrain, c'est différent. Et pour le coup, il a fallu qu'elle existe avec notamment le Japon et les Pays-Bas, 2 grosses nations, en suivant la Suède. Donc compliqué pour elle, mais elle a joué avec ses armes. Puis la Tunisie, ce qu'on peut relever sur cette Coupe du Monde et ce qu'on retiendra tous, c'est pas le terrain, c'est l'extérieur du terrain. Donc le problème, je pense que dans ces fédérations-là, c'est plutôt de régler l'organisation, la gestion des dirigeants qui polluent le côté terrain, quoi. Je veux dire, on a rarement vu ça, un changement de sélectionneur. Au bout d'un match, oui. Donc je pense que il y a un gros travail de fond à faire et puis le terrain après reprendra sa place exactement. On va passer au groupe G avec la Belgique, l'Égypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Poule dominée sur le papier par la Belgique face à 3 équipes au profil très différent. René, la Belgique avait souvent été présentée comme une équipe talentueuse, mais parfois incapable de concrétiser son potentiel lors des grandes compétitions. Quel visage a-t-elle montré dans cette phase de groupe ? Moi, j'ai retrouvé une équipe de Belgique plus équilibrée que par le passé. Pendant longtemps, on parlait surtout de cette individualité. C'est vrai qu'il y avait des joueurs qui avaient une réputation et des qualités beaucoup plus élevées. Cette fois, on a vu un collectif beaucoup plus mature. Les Belges ont joué avec davantage de maîtrise. Ils ont su contrôler le rythme des rencontres sans chercher à se précipiter. Ils ont également retrouvé une vraie solidité défensive, ce qui leur avait parfois fait défaut lors des précédentes grandes compétitions. Ce n'est peut-être pas l'équipe la plus spectaculaire du tournoi, mais elle dégage une impression de sérénité qui peut l'amener loin. Nicolas, derrière la Belgique, l'Égypte a confirmé qu'elle restait une sélection très difficile à manœuvrer. Oui, tout à fait. Après, encore une fois, sur cette phase de poule, ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu. C'est des nations aussi avec des gros joueurs. C'est un championnat aussi qui n'est pas très, très médiatisé, mais avec vraiment, souvent, les clubs égyptiens font partie dans le dernier carré de l'équivalent de notre Ligue des Champions, là-bas, sur ce côté-là du continent. Donc, c'était pas une surprise de les retrouver à ce niveau-là, en tout cas. Nicolas, l'Iran a confirmé aussi sa progression depuis plusieurs années. Un pays qui arrivait dans des conditions compliquées. Un petit mot sur cette équipe. Ouais, on a pu en discuter déjà dans les émissions précédentes. C'est l'Iran qui arrivait justement sur un terrain qui dépassait le sportif. Pour le coup, c'était compliqué pour eux de s'acclimater puisque tu viens pour jouer au foot, mais malheureusement le cadre extra-sportif t'empêche ça. Chercher surtout à se construire, à conserver le ballon si on ne veut parler que du sportif. Le football asiatique poursuit une évolution et l'Iran en est un bon exemple. Les joueurs se sont battus avec leurs armes. Forcément mieux préparés, t'arrives à faire de meilleures choses. Il y avait des joueurs un peu plus expérimentés, un peu plus capables de rivaliser avec des équipes européennes. Donc sur le plan sportif, ils ont essayé de faire ce qu'il fallait, compliqué justement avec le contexte actuel aux États-Unis. Mais comme à l'image de la Nouvelle-Zélande, on savait que la tâche serait difficile dans cette poule, mais que ça soit la Nouvelle-Zélande ou l'Iran, ils ont montré beaucoup de courage et un esprit qui leur permettait justement d'essayer de faire ce qu'il fallait. Donc on retiendra pas forcément l'Iran sur cette Coupe du Monde pour les bonnes raisons, mais sur le terrain, ils ont quand même essayé de montrer le meilleur visage. Alors après cette Belgique solide, place à une autre nation européenne qui faisait partie des favoris de cette Coupe du Monde, l'Espagne dans le groupe H. La Roja a retrouvé le Cap-Vert. On va en parler, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay, une poule très intéressante où les styles de jeu étaient particulièrement variés. Nicolas, l'Espagne ?
Oui, ben, l'Espagne, on va dire à l'image un petit peu de ces grandes nations européennes, on viendra après avec la France, mais la Belgique, etc., où ce sont des équipes qui arrivent, elles n'ont pas beaucoup de temps pour se préparer. Et puis sur ces premiers matchs, c'est quand même fait accrocher par le Cap-Vert. Et oui. Voilà, mais on a senti cette équipe monter en puissance au fur et à mesure et prendre ses marques. Voilà, c'était grosso modo ces grandes nations, en fait, ces matchs de poule ont été pour eux la préparation à la vraie compétition. Avec un petit mot sur le Cap-Vert, puisque ce match-là était quand même assez impressionnant, tout à fait, ouais. Avec un match nul. En fait, c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, cette ouverture à plus de pays a permis au Cap-Vert de venir sur la scène mondiale. C'était sa première participation, évidemment, et à montrer les qualités avec des joueurs que nous, ici, on connaît aussi un petit peu, avec Steven Moreira, qui est passé par le TFC par exemple et qui évolue aujourd'hui en MLS. Donc c'est le foot qu'on aime, et puis ils ont mis en avant des valeurs énormes de collectives, et puis on a vu le succès dans leur pays, et extraordinaire, un petit peu plus tard. René, derrière l'Espagne il y avait une équipe aussi, l'Uruguay, on se souvient de l'Uruguay, une équipe rugueuse. L'Uruguay, rien que par son nom, c'est déjà 2 Coupes du Monde, quand même. Faut le rappeler, 2 Coupes du Monde quand même, l'Uruguay, même si c'est tout au début. Bien sûr, c'est quand même une nation de football au niveau mondial. C'est quand même pas n'importe quoi, à part qu'ils ont un comportement quelquefois qui est tendu, rugueux, vraiment rugueux, puisque l'Uruguay, c'est presque c'est phonétique, donc je veux dire, il n'y a pas d'enfant de cœur là, hein, donc beaucoup de caractère. Bien sûr, on appelle ça du caractère. La sélection, elle conserve son ADN, c'est-à-dire qu'ils sont solidaires, ça c'est sûr. Et il n'y en a pas un qui reste à la maison quand tout le monde est au combat. Hein. Un petit mot sur l'Arabie Saoudite, Nicolas. Oui, l'Arabie Saoudite, qu'on connaît notamment depuis 2022 avec cette fameuse victoire face à l'Argentine et ce but magnifique d'Aldo Warzi. Là, ça permettait d'avoir une équipe sympa dans la poule, en plus du reste, qui reste une nation capable de créer des surprises, comme à l'image de 2022. Après, les Saoudiens jouent avec beaucoup d'intensité et une vraie générosité. C'est ce qui fait justement que c'est une équipe depuis peu, mais présente parmi les meilleures nations au monde, du moins qualifiées. En revanche, le manque encore de régularité à ce haut niveau-là ne leur a pas permis d'aller plus loin. Mais une équipe sympa qui s'installe peut-être pour les futures éditions. Eh bien, on arrive sur le groupe que tous les supporters français ont suivi avec une attention particulière, le groupe I, celui de la France. Comme chaque Coupe du Monde, les attentes sont immenses à Tour des Bleus. Finaliste en 2022, je rappelle, parmi les favoris de cette édition 2026, les hommes de Didier Deschamps devaient rapidement envoyer un message fort à leurs concurrents. Nicolas, avec le recul, quel est le regard de cette phase de groupe de l'équipe de France ? Non, on va dire qu'on a en tête une phase de groupe qui a été maîtrisée. Donc en fait, l'équipe de France, elle a bien maîtrisé son sujet. C'est vrai que, mis à part la première mi-temps un peu poussive face aux Sénégalais, qui avaient aussi en tête le match d'une précédente Coupe du Monde, donc on était avertis. Voilà, on savait que nos frères sénégalais allaient nous attendre au tournant. Et puis on a vu l'avènement de notre capitaine, Kylian Mbappé, petit à petit, qui a pris ses responsabilités dès la phase de poule. Et puis aussi, pour certains, on a découvert Olysée et cette équipe de France qui s'est mise en route petit à petit. Je vais rester sur ton domaine de prédilection, un petit mot quand même là-dessus. Tu accompagnes aujourd'hui les joueurs sur le plan mental. Une Coupe du Monde commence toujours avec énormément de pression. J'ai envie de dire, les Bleus étaient-ils sereins, selon toi ? On se remet dans le début de cette Coupe du Monde. Hein. Disons que si on prend les derniers matchs, ils se sont pas mis dans les meilleures conditions, mais en tout cas dans leur attitude, leur comportement, on voyait qu'ils étaient focalisés sur un objectif, c'était aller au bout. Et on va dire que dès les premiers matchs, ils ont confirmé leurs ambitions. Donc on peut parler qu'ils étaient assez sereins, mais là on parle des joueurs. Hein. Je pense que le grand artisan de tout ça, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de notre sport. C'est Didier Deschamps qui a su mettre en place justement cet environnement positif pour amener cette équipe de France encore une fois à performer. On va revenir sur les autres participants dans ce groupe. Il y avait donc, je le rappelle, on est bien d'accord, la Norvège, avec ce slogan assez sympathique qu'on a pu entendre dans tout le stade. Ils ont mis une ambiance assez extraordinaire. Les Vikings qui étaient là, c'était sympa. Il y avait l'Irak et voilà, ils ramaient avec le Sénégal. Est-ce que on peut retirer quelque chose de ces matchs qui se sont déroulés, Nicolas ? Écoute, non, comme tu l'as dit, c'était une poule assez sympa puisque
comme à l'image de ce qu'a dit précédemment Nico, le Sénégal, grosse nation qui sort quand même d'une CAN aboutie puisqu'il la gagne par décision prochaine. Voilà, c'était quand même des oppositions sympas, des oppositions de style avec une équipe norvégienne qui venait avec ses armes, qui venait avec beaucoup de confiance puisque pour le coup menée par un Haaland, un Ryerson, un Odegaard qui marche sur l'eau en ce moment, forcément ça fait des oppositions de style et des oppositions sportives très très sympas. L'Irak, elle, c'est toujours une équipe embêtante, ça fait partie de ces nations qui font pas forcément grand chose mais qui embêtent toujours. C'était quand même sympa à suivre toutes ces rencontres. Pour le coup, tu as quelques joueurs qui se sont bien démarqués. Bon, comme on l'a dit, l'avènement de Kylian Mbappé, de Olysée en tant que passeur, mais aussi d'autres joueurs qui ont confirmé leur statut, que ce soit Haaland ou Odegaard avec la Norvège, ainsi que les joueurs sénégalais toujours durs à jouer. Donc ça a fait des belles rencontres, des scores sympas, qui ont justement servi pour la suite, puisque ces 3 équipes, France, Norvège et Sénégal, sont sorties des poules. Et bien justement, la France sortie numéro 1 de ces poules, hein, on l'a noté. Place aux champions du monde, on enchaîne sur le groupe J, parce qu'il y a encore quelques groupes à voir ensemble. Dans ce groupe J, il y avait l'Argentine qui retrouvait l'Autriche, l'Algérie et la Jordanie. Et les Argentins n'ont pas traîné en route. 3 victoires en 3 matchs, 8 buts inscrits, un seul encaissé, une première place décrochée avec 9 points. Voilà, derrière l'Autriche et l'Algérie ont terminé à égalité avec 4 points, tandis que la Jordanie a quitté la compétition avec 3 défaites. Un petit mot sur ce groupe J avec l'Argentine. René, peut-être ? Oui, l'Autriche termine 2e après une victoire contre la Jordanie, une défaite face à l'Argentine et un spectaculaire match nul 3-3 contre l'Algérie. Une équipe très structurée avec beaucoup d'intensité et une vraie volonté de jouer vers l'avant. L'Autriche possède un collectif cohérent. Elle ne s'appuie pas uniquement sur les individualités, mais sur un projet de jeu clair. Elle a parfois manqué de maîtrise défensive, notamment face à l'Algérie, mais elle a montré suffisamment de caractère pour aller chercher sa qualification. Nicolas, un petit mot sur l'Argentine quand même ? Oui, l'Argentine a assuré l'essentiel, comme les autres grosses nations, en gagnant ces 3 matchs. Nicolas, un petit mot sur l'Algérie, sur le terrain et en dehors du terrain ? L'Algérie a poursuivi l'aventure grâce à son statut de meilleur 3e. Donc pour le coup, ils sont passés, comme on dit au tennis, en seconde semaine. Victoire 2-1 contre la Jordanie, c'était ce qu'il fallait faire, ils l'ont bien fait. Match nul 3-3 face à l'Autriche. Alors match un petit peu compliqué puisque là, pour le coup, au niveau du tableau, si une équipe perdait, elle risquait de prendre une équipe un petit peu plus faible. Donc c'est pour ça que ça a donné aussi un match décousu. Mais comme à l'image de son football, beaucoup de bons joueurs, de la technique, un jeu porté vers l'avant. Jordanie qui arrivait comme la plupart des équipes un petit peu outsiders dans ce genre de poule. Elle venait certes pour défendre mais pour choper le meilleur résultat. Donc toujours des équipes un petit peu difficiles à jouer. Donc pour parler de l'Algérie, c'est une qualification méritée puisque la poule était quand même assez relevée. Après voilà, c'était difficile d'aller un petit peu plus loin puisqu'ils ne sont pas à mon avis au même niveau que les autres équipes de ce coin-là, pour ne pas citer le Maroc. Mais après voilà, à voir dans les éditions qui suivent, mais ça fait toujours son petit effet. On retiendra leur audace offensive et c'est ce qui les qualifie le plus possible. Avec maintenant direction le groupe K et une première petite surprise au classement. Le Portugal était favori, mais c'est la Colombie qui a terminé en tête devant les Portugais. Une République démocratique du Congo, elle aussi qualifiée. La Colombie termine première avec 7 points. René, est-ce que la place de la Colombie constitue une surprise selon toi ? Oui, une surprise sans en être une, parce que la Colombie a toujours été une équipe solide, avec des joueurs techniques d'un niveau très élevé, et beaucoup de qualité technique bien sûr, de l'expérience et une vraie capacité à gérer les rencontres. C'est leur solidité qui est le plus important. Elle n'a pas forcément cherché à produire un football spectaculaire pendant 90 minutes, mais elle a toujours donné l'impression de savoir où elle allait. Elle a également su résister au Portugal lors de la dernière journée pour conserver la première place. Alors un mot sur le Portugal, Nicolas, qui a connu un départ compliqué après un match nul, un partout. Oui, j'ai envie de dire que la comparaison, elle est terrible pour les Portugais parce que c'est, je pense, une des formations, des nations en tout cas, qui avait le plus de qualité dans son effectif. Cristiano Ronaldo dans cette équipe-là encore. Et la comparaison, malheureusement, depuis maintenant plusieurs décennies entre Ronaldo et Messi, elle a été évidente en fait sur cette Coupe du Monde.
Parce que c'est vrai que tout à l'heure, je suis passé rapidement sur l'Argentine, mais quand on voit les premiers matchs de Messi sur cette Coupe du Monde, où on se disait, mais qu'est-ce qu'il fait là à 39 ans? Il nous a montré, il a montré à tout le monde qu'il était toujours là. Avec Cristiano, c'est vrai qu'il fait un doublé contre l'Ouzbékistan, mais sorti de ça, il ne s'est rien passé pour le Portugal. Ouais, malheureusement. C'est une équipe un petit peu en baisse de rythme, alors qu'on la croyait plus en dynamique. Disons que c'est une nation qui n'a pas capitalisé sur son potentiel, parce qu'ils ont des joueurs exceptionnels au milieu de terrain, enfin partout, à tous les postes, ils ont des joueurs exceptionnels. Et aujourd'hui, ce collectif-là n'a pas réussi à carburer à la hauteur de son potentiel. Et c'est vrai que pour moi, quand on compare avec l'Argentine, l'Argentine a montré autre chose en termes de résultats. Quand on est dans cette comparaison depuis plusieurs décennies, c'est vrai que quand on voit la Coupe du Monde de Ronaldo et de Messi, on voit qui c'est qui a gagné. Voilà. Il n'y a pas photo. La République démocratique du Congo, petit mot là-dessus, Nicolas. Ouais, petit mot sur la RDC. Alors, comme à l'image de ces équipes africaines, ça fait toujours plaisir de les voir parce qu'en fait elles viennent avec une préparation assez conséquente qui font que justement elles arrivent à poser des difficultés à ces grosses nations. Pour le coup, c'est pas pour rien qu'elles arrivent certes à sortir 3e et à sortir des poules, parce qu'elles ont des joueurs sympas. Elle joue sans complexe, elle a accroché le Portugal, elle gagne contre l'Ouzbékistan, elle a montré son impact, sa solidité, comme à l'image de toutes ces équipes africaines qui sont difficiles à jouer. Elle, pour le coup, ce genre d'équipe, la chaleur ne leur fait pas de mal, et ça s'est ressenti. Donc la RDC a montré son potentiel, et de quelle manière, notamment face au Portugal. On va terminer avec la dernière étape de la phase de groupe, avec le groupe L, une poule dominée par l'Angleterre, mais dans laquelle la Croatie et le Ghana ont longtemps entretenu le suspense. L'Angleterre a terminé première avec 7 points, 6 buts inscrits et seulement 2 encaissés. La Croatie a pris la 2e place avec 6 points devant le Ghana, qualifié parmi les meilleurs 3e avec 4 unités. Le Panama a terminé dernier sans avoir inscrit le moindre but. Nicolas, l'Angleterre a commencé très fort avec une victoire 4-2 contre la Croatie. Est-ce que ce premier match a immédiatement installé les Anglais parmi les favoris ? Oui, on va dire que les Anglais ont pris la Coupe du Monde par le bon bout. Et puis ensuite, ils ont montré leurs ambitions, et aussi avec un effectif qui était quand même assez impressionnant. Donc les Anglais ont été à leur place pendant cette phase de poule. René, après cette défaite, la Croatie a su se battre pour revenir dans le tournoi. Oui, bien sûr, tout arrive à tout le monde. Elle n'a pas été toujours aussi brillante, et elle a montré certaines fragilités défensives, mais elle possède énormément d'expérience. Elle sait que dans un tournoi, il faut parfois accepter de gagner sans séduire. Le match contre le Panama est un bon exemple aussi. Les Croates ont été malmenés, mais ils ont trouvé le moyen de l'emporter grâce à leur banc. C'est cette capacité à survivre dans les matchs difficiles qui explique leur régularité au plus haut niveau. Alors on va conclure avec le Ghana et le Panama. Nicolas, un petit mot pour conclure. Ouais, écoute, le Ghana a terminé 3e avec une victoire contre le Panama, nul 0-0 face à l'Angleterre et une courte défaite contre l'Australie. Je pense qu'on peut parler de bonne phase de groupe, puisque pour le coup la logique a été respectée. Quand il y a la Croatie et quand il y a l'Angleterre devant nous, forcément c'est compliqué d'aller chercher un petit peu plus. Même si ça reste, comme je l'ai dit, dans la lignée de ce genre d'équipe, combative, avec un football propre à leur culture. Une équipe solide, généreuse et souvent difficile à contourner. C'est ce qui s'est passé, 0-0 face à l'Angleterre, courte défaite face à la Croatie. Ça montre justement toutes les possibilités de ce genre de nation, mais où malheureusement il manque toujours quelque chose pour aller un petit peu plus loin. Que ça soit du talent, que ça soit de la prépa, je sais pas, mais elles sont quand même toujours là. En termes de régularité, c'est quand même à souligner. Et un petit mot du Panama. Le Panama, ça sort avec 3 défaites, sans jamais trop exploiter ni exploser au tableau d'affichage. On souligne quand même que ils se sont qualifiés. Ils ont notamment beaucoup gêné la Croatie, donc c'est malheureusement tout ce qu'on retiendra, mais c'est quand même assez décevant parce que avec ce genre de nouveau format où le meilleur 3e peut, beaucoup de 3e peuvent sortir, il y a toujours la possibilité d'y croire, ne serait-ce qu'avec un nul. Malheureusement 3 défaites, on verra dans 4 ans.
Voilà pour ce tour complet des 12 groupes, une phase de poule qui a confirmé la puissance des grandes nations mais qui a également offert une place importante aux sélections émergentes. La France, l'Argentine et le Mexique ont réalisé un sans faute avec 9 points. L'Espagne, l'Angleterre, la Colombie ou encore la Suisse ont également affiché de solides ambitions. Derrière, l'Algérie, le Ghana, la République démocratique du Congo et plusieurs autres troisièmes ont profité de cette nouvelle formule pour prolonger leur aventure. Mais à partir des 16e de finale, tous les compteurs sont remis à zéro. Plus de calcul, plus de droit à l'erreur. Un mauvais match et c'est le retour à la maison. Après la pause, place au plateau final avec les surprises, des éliminations retentissantes et au parcours de l'équipe de France jusqu'au dernier carré. Le débrief du Mondial 2026 se poursuit dans un instant sur Et si on parlait de sport. Mi-temps, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième mi-temps avec René Trébout, Nicolas Bayod et Nicolas Koumel-Salver. Ne bougez pas, retour rapide au vestiaire. On reprend notre souffle. Et si on parlait de sport, mi-temps. Et chaque semaine, derrière les micros de Et si on parlait de sport, il y a des femmes et des hommes qui donnent de leur temps pour raconter le sport autrement. Le sport des champions, bien sûr, mais aussi celui des clubs, des bénévoles, des éducateurs et de tous les passionnés qui font vivre nos territoires. Aujourd'hui, cette aventure est portée par une association qui ne cesse de grandir. Si vous partagez cette passion du sport, des rencontres et des projets collectifs, alors pourquoi ne pas rejoindre l'équipe ? Devenez membre aussi de l'association Et si on parlait de sport et participez à votre manière à cette belle aventure humaine et sportive. Et si on parlait de sport, une passion qui se partage, une équipe qui se construit. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Et retour sur le plateau de Et si on parlait de sport pour la deuxième partie de notre grand débrief de la Coupe du Monde FIFA 2026. À partir de maintenant, changement de décor, les calculs sont terminés, les matchs en élimination directe commencent, une défaite et c'est le retour à la maison. C'est souvent à ce moment-là qu'une Coupe du Monde bascule, les grandes équipes montent en puissance, les individualités font la différence et la pression devient énorme. On va passer donc avec les 16e de finale. Et René, quel regard tu portes sur ces 16e de finale ? Est-ce que la hiérarchie ont été confirmées ? Ont-ils marqué un véritable tournant de cette Coupe du Monde ? Ben, obligatoirement, parce que les 16e de finale, par définition, ça tombe après où on reste là, où on disparaît. On a fait les deux. La hiérarchie a globalement été très respectée, mais plusieurs rencontres ont montré que l'écart entre les grandes nations et les outsiders s'est considérablement réduit. On a vu beaucoup de matchs très disputés. Plusieurs se sont joués sur un détail, une prolongation ou une séance de tir au but. Ça démontre que cette Coupe du Monde était extrêmement homogène. Aujourd'hui, aucune grande nation ne peut espérer se qualifier sans produire un vrai match. Nicolas, ce qui frappe également, c'est que les équipes les mieux organisées mentalement, et c'est ton domaine, ont souvent fait la différence dans les moments clés. Oui, cette notion d'expérience de l'événement, elle est fondamentale. D'ailleurs, ces équipes qui ont été chahutées ont réussi à maîtriser justement leur nerf pour aller chercher ces qualifications, des fois au tir au but ou pendant les prolongations. Donc l'intérêt de bien se préparer et l'expérience. Parce qu'il y a c'est un stress particulier quand même. Parce que là, pour les grandes équipes, c'est on perd tout, quoi. Ah ben c'est le summum. C'est aujourd'hui, on a des comptes à rendre quand on rentre dans son pays. Hein. Il y a des là, sur les nations. C'est vrai que nous en Europe, c'est pas forcément le cas, mais que ce soit des nations africaines ou sud-américaines, suivant la manière dont ils se font éliminer, quand ils rentrent chez eux, ils sont plus les bienvenus. Donc c'est sûr que mentalement, ça joue. Et il y a des équipes, il y a des nations qui sont plus prêtes que d'autres pour justement gérer ces situations-là. Plusieurs favoris sur ce 16e de finale ont même dû s'employer. Je pense notamment à l'Argentine, la Belgique ou encore l'Allemagne, qui elles ont été éliminées dès les 16e de finale. Comme tu l'as dit, c'est probablement l'une des plus grosses surprises de ce premier tour, voire même de la compétition en entier, parce que l'Allemagne quitte encore une fois la compétition précipitamment suite à une séance de tir au but pourtant maîtrisée face au Paraguay. Ça reste l'un des
des gros moments forts de ces 16e de finale que j'ai envie de retenir, puisque la grande Allemagne était quand même destinée à aller un petit peu plus loin, mais comme à l'image de 2018 et 2022, il s'arrête aux portes de ce qui est pourtant le plus sympa, les phases finales, et c'est quand même dommage au vu du statut. La Belgique, elle, à l'inverse, a dû s'employer contre le Sénégal pour les éliminer au bout d'une prolongation pareille où ils n'étaient pas sûrs de passer. Comme le disait Nico, mais ce genre d'équipe comme le Sénégal peuvent toujours créer la surprise, ont les armes pour concurrencer des équipes européennes, et c'est ce qui s'est passé. Mais malheureusement, voilà, une certaine logique a été respectée au vu du collectif belge. L'Argentine, elle, également championne du monde quand même en titre. Championne du monde. Alors là, on y viendra sûrement après, même si elles ont fait un début de compétition assez clinquant et tout à fait normal. C'est là où ça a commencé à se voir que les organismes étaient quand même assez touchés, assez fatigués. J'ai souvenir de Enzo Fernandez qui lui commence justement à souffler, à avoir les mains sur les genoux quand même assez rapidement dans la rencontre. Et on a vu justement que à partir des 16e, cette Argentine championne du monde commençait à montrer des signaux de fatigue. Donc c'est quand même assez compliqué pour la suite, mais elle a quand même réussi justement à aller jusqu'au bout du Cap-Vert en prolongation, et c'est justement ce qu'on retiendra, l'image du Cap-Vert, une équipe valeureuse qui a failli sortir assez tôt l'équipe tenante du titre. Nicolas, est-ce qu'il y a une équipe qui t'a le plus impressionné pendant ces 16e de finale? On va dire que sur le 16e, l'équipe de France a marqué beaucoup de points. C'est-à-dire qu'elle a commencé à impressionner. C'est vrai que déjà sur les matchs de poule, le match le dernier match contre la Norvège avec l'équipe bis, il y avait aussi, il n'y a pas eu que du positif, mais on a vu en tout cas l'armada offensive française se mettre en place et puis prendre des automatismes. Bon là, ils ont maîtrisé leur match de A à Z face à la Suède, et là un gros potentiel. Donc c'est vrai que là les sorties des 16e, on a vu quand même l'équipe de France se positionner concrètement sur cette Coupe du Monde. René, est-ce que tu as vu une équipe particulièrement qui t'a plu ou pas? Un mot sur les Bleus. La victoire contre la Suède, elle a constitué un match de référence de l'équipe de France depuis le début de la compétition. Ces 16e de finale ont donc confirmé une chose: dans cette Coupe du Monde, rien n'était acquis. Les favoris sont toujours là, mais plusieurs d'entre eux ont compris qu'il faudrait élever encore leur niveau pour continuer l'aventure. Et ça, c'est une bonne réflexion, c'est une bonne chose. On va passer donc de ces 16e, on a vu que ça s'est vite écrémé. On attaque le dur avec les 8e de finale. Et c'est là où la Coupe du Monde, on va dire, change de visage. On va commencer naturellement donc par cette équipe de France, Nicolas, qui affrontait le Paraguay. Oui, tout à fait. Donc si je dois faire une petite relation avec le début de notre émission, tu vois, c'est le moment où tu dis la Coupe du Monde change de visage. Donc on en revient à ce questionnement, qu'est-ce qui nous intéresse réellement? Et là, comme tu le dis justement, on passe aux choses sérieuses. Dans le vif du sujet. Voilà, alors on est dans le vif du sujet. On a des rencontres où il y a beaucoup d'incertitudes autour des rencontres. Et on a eu des matchs spectaculaires à partir des 8e de finale, entre des nations qui étaient quasiment toutes, on va pas dire toutes habituées, mais de magnifiques matchs. Et moi, tu vois, si tu m'avais questionné sur la partie mentale, ce que je retiendrai de cette Coupe du Monde sur l'aspect mental, d'ailleurs j'en ai fait un sujet, c'est ce fameux match France-Paraguay. Voilà, avec donc Didier Deschamps qui a préparé son équipe au combat, qui a préparé son équipe à un environnement complètement défavorable, hostile, et jusqu'à l'arbitrage. Voilà, où à la fin du match, on se dit mais c'est pas possible que ce soit les Français qui repartent avec 2 cartons jaunes et en face pas de carton. Donc là oui, la préparation, tu vois, elle est fondamentale. Le rôle du manager, il est fondamental parce que intrinsèquement, évidemment, il y a pas de sujet entre les Français et les Paraguayens. Sauf que sur ce type de rencontre, avec le trucage, avec l'engagement physique, avec un arbitrage aussi qui est pas forcément favorable, on aurait pu passer à la trappe. Et on a fait preuve de beaucoup de sang-froid. Et nos joueurs ont assumé leur statut et ont réussi à débloquer cette rencontre alors que c'était pas forcément gagné. T'as un avis là-dessus aussi, Nicolas? Ouais, pour poursuivre sur ce que dit Nico,
On a eu affaire quand même à un Paraguay qui... Rugueux aussi, on va dire. Alors, rugueux, oui. Si on est dans les pays d'Amérique du Sud, quand même. Entre autres, parce que voilà, les équipes sud-américaines... C'était limite quand même. Ouais, limite, c'est limite le terme, ouais. Mais c'était un match quand même assez compliqué parce que connaissant justement la grinta sud-américaine, alors bon, les meilleures équipes de ce continent-là forcément produisent du football. Le Paraguay a joué avec ses armes et malheureusement dans ces armes-là il n'y avait pas forcément le football. C'était une équipe qui au tour précédent a coupé la tête de l'Allemagne. Ils arrivaient aussi avec encore plus de confiance que ce qu'ils n'avaient déjà. C'est déjà super sympa, enfin du moins c'est déjà pas mal qu'ils arrivent à sortir des poules et en plus de ça ils arrivent à sortir une top nation. Donc forcément ils arrivent face à la France plein de confiance et c'est ce qui a fait justement qu'on a eu un match aussi décousu, un match aussi compliqué, que ce soit pour les Français ou face à ces Paraguayens ou par rapport à l'arbitrage comme l'a dit Nico. Heureusement que le mental a suivi. Quand on voit justement un Kylian Mbappé qui ne dégoupille pas face aux énièmes provocations, coups et tout ce qui s'ensuit des Paraguayens, on voit justement la différence de préparation entre une équipe qui vient là juste pour jouer sportivement et les meilleures nations qui sont là aussi parce qu'elles ont vraiment ce réel objectif et qui restent justement comme elles savent faire, comme des vrais joueurs professionnels. La sensation, Brésil 1, Norvège 2. S'il y a un résultat qui a surpris la planète football, c'est bien celui-là, l'élimination du Brésil par la Norvège. Comment vous expliquez cette énorme surprise ? Un point de vue, René, là-dessus ? D'abord, je voulais dire que la victoire de l'équipe de France contre le Paraguay, c'est pas une logique dans le résultat. C'est quelque chose que on l'a trouvé plus importante qu'elle y paraissait après. Parce qu'à la sortie du match, ça s'est joué sur rien. Hein. Donc, ça s'est joué sur des comportements, ça s'est joué sur des conflits où le football était un peu absent. Mais on avait fait un gros match pour passer à 1-0. Après, bien sûr que pour moi, le fait que le Brésil soit éliminé, c'est qu'il a été surévalué au niveau de la valeur de l'équipe. Disons qu'on a eu des beaux huitièmes de finale. La Norvège, on va dire, qui a... Elle est montée en puissance, elle aussi. Qui a très bien géré sa phase de poule, puisque contre nous, elle a bien ramé. Ils ont fait tourner, ils ont mis leur grosse équipe contre les Brésiliens. Oui. Ils les ont logiquement dominés. Et on va dire que les résultats qui suivent parlent aussi d'eux-mêmes. C'est-à-dire que ça, on va dire, il y a eu des matchs vraiment intéressants. Portugal, donc ensuite, on en parle justement. On peut enchaîner directement les rendez-vous favoris. Rendez-vous 0-2 pour le Portugal contre l'Espagne et 1-4 pour les États-Unis par rapport à la Belgique. Oui, moi de mon côté, on va dire que l'Espagne a montré justement sa suprématie face aux Portugais. Avec, comme je le disais tout à l'heure, malgré une excellente, enfin vraiment un groupe très impressionnant côté portugais, ils ont quasiment pas existé face aux Espagnols. Ouais. Et puis pour la petite histoire, les États-Unis 1-4 contre la Belgique. Je pense que quand aussi les éléments extérieurs, que tu parlais du mental, l'intervention de Donald Trump pour retirer un carton rouge à un de ses joueurs. C'est là où... Cela dit, même le joueur en lui-même n'était pas pour. Il avait reconnu lui-même que... Non, mais ce score de 1-4 entre la Belgique et les États-Unis, je suis pas certain que ce soit la différence qu'il y a entre ces deux nations. C'est que quand on ajoute des éléments extérieurs de ce côté-là, les nations savent s'en servir. Rudy Garcia le premier, et les Belges ils avaient les crocs quoi, et ça s'est vu. Et ils ont laissé aucune chance aux Américains. Tout à fait. Ça a donné de l'argument, Nicolas. Non, c'est ça, Nicolas a très bien dit. Pour le coup, quand ça dépasse le cadre sportif, les joueurs savent s'en servir. On a parlé du Mexique par exemple, pays hôte qui eux, galvanisés par l'événement et par le fait qu'il y ait leur public devant eux, ça leur donne un supplément d'âme comme on dit. Et là tout le monde du football était avec les Belges, si je puis dire, et forcément ça donne quelque chose en plus qui fait que malheureusement ce n'était pas que du sportif, mais on a montré que malgré le fait qu'il n'y ait pas tant d'écart que ça, la Belgique a roulé sur les États-Unis, il n'y avait pas photo. Donc en fait les Belges peuvent dire merci Trump quoi. C'est ça. En fait, c'est ça, c'est quand on sait se servir des éléments extérieurs. Voilà le résultat, et puis côté américain, ça a été plus difficile à gérer. Alors le match le plus spectaculaire de ce 16e, ça serait, d'après les résultats, Argentine-Égypte 3-2. Exceptionnel.
Argentine-Égypte 3-2. On a longtemps en fait pensé que l'Argentine allait se faire sortir jusqu'aux 10 dernières minutes. Un peu comme à l'image que de leur tour précédent. Poussif, ils étaient quand même menés 0-2, ce n'est pas rien, avec des Égyptiens qui n'ont pas voulu le début de rencontre loin de là. C'était eux qui avaient les meilleures situations. Ils savaient défendre quand il fallait défendre, et les buts qu'ils ont marqués, notamment celui hors jeu, c'est une démonstration technique. Mais malheureusement, on parlait justement de supplément d'âme juste avant. Un peu comme le Real de ces dernières années, ils ont réussi à être habités par quelque chose à l'image de leur numéro 10 éternel. C'est ce qui a fait qu'ils ont réussi en 10 minutes à remonter. On y viendra sur les tours qui suivent, mais ils étaient dans la lignée de ce qu'ils faisaient depuis le début, c'est-à-dire du jeu à l'Argentine, c'est-à-dire poussif au début et après clinquant à la fin, avec un Lautaro, un Alvarez, un Messi qui était juste stratosphérique sur les fins de rencontre. Dommage pour l'Égypte. Je me demande si la VAR était pas cette fois-ci avait un problème. On parle d'extra sportif encore là, ça c'est sûr. Non, je suis dans le match, c'est la question que je vous pose quand même, parce que j'ai l'impression que ce jour-là la VAR n'avait pas marché. Non, mais après... Il y a un gourju. Non, mais on va dire que sur cette compétition, il y a quand même beaucoup d'éléments bizarres, qui ont été favorables. Qui ont enlevé pour moi, qui malheureusement décrédibilisent notre sport. C'est que aujourd'hui, on voit que quand on parle d'impartialité, on pourra y revenir encore même, plus tard dans l'émission, mais là, sur ce match-là, les Égyptiens, forcément, on est à leur place, c'est pas possible, quoi. Ce match-là, il est clôturé sur le troisième but qui est valable. Et puis derrière, évidemment, là par contre, le mérite aux Argentins, c'est-à-dire que ils y ont cru jusqu'au bout quand même. C'est pas qu'ils y ont cru jusqu'au bout, c'est qu'on dirait qu'en fait ils se sont fait un malin plaisir de réagir et de montrer leur qualité sur 15 minutes. Ça a été le cas contre le Cap-Vert, ça a été le cas là encore une fois sur ce huitième de finale. Ils ont marqué quand même 3 buts en même pas 15 minutes, avec un Léo Messi qui a été à son image, c'est-à-dire au-dessus de tout le monde. En tout cas, pour moi, c'est une des images quand même, Léo Messi. Mais l'autre image qui est moins valorisante, c'est cet extra sportif qui pourrit tout, quoi. Tout à fait. C'est dommage. Les autres résultats en quelques mots: le Maroc a dominé le Canada 3-0 et confirme son statut de grande nation émergente. L'Angleterre a éliminé le Mexique 3-2 dans un match aussi spectaculaire. Et enfin, la Colombie est venue à bout de la Suisse au tir au but après un match extrêmement fermé. Voilà, parmi ces 3 qualifiés, est-ce que c'est une grosse surprise selon vous ? Après, on va dire que le match qui ressort aussi, c'est l'Angleterre-Mexique. Ça a été un match aussi d'anthologie dans cette Coupe du Monde. Au Mexique, les Anglais donc réduits à 10. Qui ont dû conserver le résultat. Donc c'est vrai que ce match-là, personnellement, j'ai pas eu l'occasion puisqu'il était trop tard dans la nuit, mais c'est un match qui a marqué les esprits en tout cas sur cette Coupe du Monde. Ouais, au niveau du scénario, un 3-2, c'est toujours intéressant, surtout que les Mexicains étaient loin quand même d'être ridicules. Un 3-2, ça peut basculer autant d'un côté comme de l'autre. Après, voilà, parmi ces 3 qualifiés, quelle est la plus grosse surprise ? J'ai pas trop l'impression qu'il y ait de surprise, parce que la logique a quand même été respectée sur les 3 rencontres. Le Maroc a dominé le Canada, 3-0. À la limite, la surprise, c'est que le Canada n'ait pas marqué de but, parce que c'est quand même une équipe portée vers l'avant. Et le Maroc se délivre toujours, ils sont eux plus portés vers l'avant aussi, donc ça aurait pu être un match un petit peu plus ouvert. L'Angleterre a éliminé le Mexique 3-2. Là pour le coup c'est quand même pareil, la logique est respectée, parce que l'Angleterre sur le papier est un petit peu plus forte, mais après ça reste quand même un exploit, c'est-à-dire que les Mexicains n'avaient jamais perdu depuis plus de je crois ça fait 5 ans. Depuis pas mal d'années, depuis pas mal d'années. Et puis pour le coup, voilà, une équipe devant son public et pays hôte, on se répète, mais c'est toujours tu joues contre 12 mecs en fait, le en deuxième altitude. Moment. Exactement, c'est vrai. Et après, la Colombie, elle, qui est venue à bout de la Suisse au tir au but. 2 oppositions de style, avec un football sud-américain, quelques joueurs colombiens techniques sympas, un Luis Diaz, un Rames Rodriguez, c'est toujours beau à avoir joué, et la Suisse, elle, qui joue avec ses armes, avec toujours les mêmes joueurs qu'on connaît, les Granit Xhaka, des bons joueurs européens. Donc là, pour le coup, ça pouvait tomber autant d'un côté comme de l'autre, comme je l'ai dit. Donc pas vraiment de surprise sur ces 3 rencontres, mais une logique plutôt respectée. On va passer au quart de finale si vous le voulez bien. Maintenant, il n'y a plus de surprise. 8 équipes, 8 ambitions.
On va comprendre aussi que les organismes, on en parlait tout à l'heure, commencent à être éprouvés. Les choix des sélectionneurs deviennent déterminants et la moindre erreur peut mettre fin à plusieurs années de travail. Bien évidemment, on a tout ce stress et on va démarrer par ce match des Bleus, France-Maroc, l'équipe de France. Les Bleus retrouvaient le Maroc qui, depuis plusieurs compétitions, confirme qu'ils font partie désormais des meilleures nations mondiales. Une équipe très difficile à bouger, extrêmement disciplinée et portée par une incroyable ferveur populaire. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans la prestation française ? La maîtrise, je pense, parce que autant en 2022, en demi-finale, les Marocains arrivaient en tant qu'outsiders très sérieux avec une belle armada et surtout des joueurs qui pouvaient faire mal à l'équipe de France. Autant là, comme à l'image d'autres grosses nations comme l'Espagne, on y reviendra. J'ai quand même trouvé que la France était sérieuse du fait de son statut, mais surtout de par un Kylian Mbappé inspiré, un Olysée également, et surtout un collectif en soi meilleur que le Maroc, tout simplement. C'est bien résumé, mais bon, c'est vrai qu'il faut quand même réaliser que le Maroc était une bonne équipe. Il y a longtemps qu'il confirme qu'il fait partie des meilleures nations mondiales. Donc c'est toujours une équipe très difficile à bouger, extrêmement disciplinée, mais avec des qualités techniques et physiques qui sont quand même d'un bon niveau. Et ils étaient quand même soutenus par la populace. Un peu déçu par les Marocains. On va dire que le Maroc n'a pas été à la hauteur de l'événement. Et puis en face, une équipe de France par contre qui a maîtrisé son sujet avec notamment au milieu de terrain. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de talent dans le football marocain, mais on a vu la différence. Tout à l'heure, on parlait d'expérience. Manu Koné avec Adrien Rabiot ont fait la différence sur ce match-là. Et puis derrière, ça a permis à notre quatuor offensif de terminer le travail. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément eu de match et on a, moi pour ma part, déçu des intentions marocaines. Mais après avoir écouté le sélectionneur en conférence de presse, ils avaient des intentions, mais c'est sûrement l'équipe de France qui a éteint leurs intentions. On va passer au choc des géants, une autre affiche exceptionnelle entre l'Espagne et la Belgique, deux philosophies différentes, deux équipes ambitieuses. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette confrontation ? Une Espagne comme à l'image de la France assez sérieuse. Alors pour le coup la Belgique elle surfait un petit peu sur les 4 buts marqués précédemment contre les États-Unis, un collectif quand même assez huilé avec des bons joueurs de part et d'autre, mais c'est là où on a vraiment vu le début de compétition de l'Espagne, notamment avec tous ces bons joueurs et ce gros collectif huilé qui a fait parler d'elle. Je pense quand même que la vraie opposition notamment sportive en termes de joueurs c'était au tour précédent avec le Portugal-Espagne, mais là Espagne-Belgique c'est toujours clinquant. Logique malgré tout respectée avec une Espagne qui a fait de l'Espagne, c'est-à-dire un jeu de possession, un jeu justement pour user les Belges, et c'est ce qui s'est passé. Au final il y a eu victoire de l'Espagne sans trembler. Les Belges ont quand même essayé de rivaliser le plus possible avec cette égalisation de De Ketteler. C'est notamment le seul but qu'a pris l'Espagne sur cette compétition, c'est pour dire justement la maîtrise défensive, mais voilà, on retiendra la victoire. Une étape de plus pour la Rora. Passe au match après avec le champion du monde, avec l'Argentine contre la Colombie. L'Argentine qui retrouvait une Colombie très séduisante depuis le début du tournoi. Est-ce que les Argentins ont confirmé leur statut de champion du monde ? Confirmer leur statut, le résultat oui, mais la manière, encore une fois, les Argentins qui ont été poussés dans leur retranchement, un peu à l'image aussi des Espagnols qui avec eux plus de sérénité dans la gestion de leur match, mais ils sont arrivés au bout de leur objectif et ils ont réussi à écarter la Colombie pour trouver cette place en demi-finale. On va passer à la surprise d'écart avec l'Angleterre-Norvège. C'était aussi un match important. La Norvège qui quand même a prouvé de belles choses. Dernier quart de finale, l'Angleterre retrouvait la Norvège, tombeuse du Brésil. Est-ce qu'elle pouvait espérer, cette Norvège, un nouvel exploit contre les Anglais ?
On avait un vent de fraîcheur avec cette Norvège qui arrivait pleine de promesses. Pour le coup, c'est ce qui s'est passé sur les tours précédents, avec un Land et un Odegaard notamment en tête d'affiche qui étaient là pour abattre l'ennemi en tant que bons vikings qu'ils étaient. Mais voilà, la logique a également été respectée. Une Angleterre solide que je voyais aller au bout avec un Thomas Tuchel qui a fait du très bon boulot jusqu'à le tour d'après. Mais bon, la marche était quand même un petit peu haute. On les a jamais trop vus à ce niveau-là. C'est encourageant pour la suite. On verra dans les prochaines années. Oui, sur ce match, la Norvège a complètement tenu sa place puisqu'elle a ouvert le score. A fait douter ces Anglais qui sont passés par la petite porte, on va dire, aux prolongations, avec un Jude Bellingham qui a aussi été étincelant pendant cette compétition. Impressionnant, oui. Ça nous amène à ces demi-finales. Le tableau est désormais réduit à 4 équipes, la France, l'Argentine, l'Espagne et l'Angleterre. Un beau quatuor, 4 géants du football mondial, 4 nations qui rêvent d'inscrire une nouvelle étoile à leur palmarès, et donc 4 anciens champions du monde, faut le noter quand même. Et les demi-finales s'annoncent exceptionnelles. On va commencer cette affiche que beaucoup présentaient comme une finale avant l'heure. On va en parler, c'est important. On attendait beaucoup de cette demi-finale. La France face à l'Espagne. 2 équipes qui avaient impressionné depuis le début de la compétition. 2 styles très différents. La maîtrise collective espagnole face à la puissance et l'efficacité française. Mais l'Espagne bat la France 2-0. Qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui veut prendre la parole? Moi, je veux bien. L'Espagne nous a confisqué le ballon. Ils appliquent ce système depuis très longtemps, surtout depuis cette Coupe du Monde. Et à la fin, ça a continué. On a couru dans le vide en permanence et ils nous ont attendus. Et quand je dis attendus, c'était même eux qui nous ont pressés. Et nous, on a été absents au milieu du terrain où on a souffert le plus que ça qu'il pouvait avoir. On pensait que ça allait être plus simple, mais je pense qu'on n'a pas qualifié ce qu'il y avait à faire avant de jouer le match. Je pense qu'on a cru que ça allait être peut-être pas si facile que ça, que ce serait plus tendu et plus serré au niveau du jeu défensif. Par contre, je pense qu'on ne pensait pas que les Espagnols étaient capables collectivement de ce qu'ils ont fait. Oui, après, c'est vrai, René met en avant bien sûr le collectif espagnol, c'est leur grande qualité. On a comparé les 2 styles avec une somme d'individualité et puis de l'autre côté un vrai collectif. Après, quand on regarde les chiffres, en fait, les Espagnols n'ont pas beaucoup plus eu le ballon que nous. C'est le premier point, c'est-à-dire que dans la conservation du ballon, c'est nous qui avons été moins bons. C'est-à-dire que je crois qu'on est à 52-48 sur la première mi-temps. Donc, ils n'ont pas forcément plus le ballon que nous. Par contre, dans l'utilisation du ballon, là, ça n'a rien à voir. Et puis ensuite, ce qui a fait la différence sur l'aspect tactique. Puis bon, on va dire que Didier Deschamps, qui est pour nous un monument de notre football, pour ma part, est passé à côté de son match. C'est-à-dire que il s'est trompé sur ses choix. Il le dit d'ailleurs, il le dit en disant que il a fait des choix, mais il a fait des choix qui n'ont pas été payants et puis il n'a pas réussi à trouver derrière la solution. C'est vrai qu'au milieu de terrain, par exemple, un garçon comme Aurélien Tchouaméni qui n'avait pas joué ni les huitièmes ni les quarts de finale en comparaison de Manu Koné qui était en pleine possession, qui était lancé, qui était à fond dedans. On va dire que c'est des choix qui nous ont porté préjudice. Puis après. On va dire qu'on n'a pas forcément été à la hauteur de l'événement. À partir de là, nos individualités ont disparu et c'est là cette opposition de style où la somme d'individualités a été moins impactante qu'un collectif bien huilé qui est le jeu des Espagnols. Il faut le dire, ils ont élevé leur niveau de jeu contre nous. C'est ce qui a fait aussi notre défaillance. Comme l'ont dit René et Nico, le football a gagné sur cette demi puisque un collectif huilé et un jeu à l'espagnol depuis les U10 fait la différence face à une somme d'individualité qui, certes, d'un certain côté est montée en puissance au fil de la compétition, mais qui a vu ses limites, notamment par le coaching de Deschamps. On a pu voir des joueurs un petit peu moins concernés que les Espagnols qui, eux, à contrario, ont levé et élevé leur niveau de jeu. Il n'y avait pas photo, même si, par exemple, la possession à la fin du match est de 51 pour les Espagnols, 49 pour la France.
comme l'a dit Nico, c'est ce que tu fais avec le ballon. L'utilisation du ballon est très importante et on a pu voir justement que les Espagnols l'ont très bien fait. On peut avoir énormément de déceptions, alors dans un premier temps peut-être par rapport au choix des joueurs, mais surtout de par l'animation, parce que en fait au final on n'a jamais existé, il n'y a jamais eu trop de momentum pour les Français malgré l'attaque de feu qu'on avait mis en place, et c'est ça en fait. On n'est même pas déçu de l'élimination, parce que sortir en ayant fait un gros match, là il y aurait de la déception, mais vu la prestation qu'on a fournie, on ne peut que justement féliciter les Espagnols et s'incliner. Tomblé, c'est plus fort que nous. Ah oui, bah là, clairement. Alors, je vais remettre un peu d'huile sur le feu, avec une petite roublardise quand même sur ce premier penalty. Si on regarde bien, quand même, on sent bien que Lamine Yamal, il va le chercher quand même, ce penalty. Il sait jouer intelligemment. D'ailleurs, il se regarde, il y a 2-3 sourires. Oui, il a joué le coup, ça a marché. Mais quand on regarde bien ce qui s'est passé, effectivement, c'est limite. Après, il y a faute, hein. C'est un contact dans la surface. Digne le voit pas arriver, et c'est justement l'attaquant qui le joue bien. Combien il y a eu de pénalty sifflés parce que l'attaquant l'a bien joué. C'est pas ce que je te dis, je parle de roublardise dans le sens. C'est un clin d'œil. C'est forcément tombé. Voilà, il fallait quelqu'un pour décanter un petit peu la situation. C'est tombé du côté de Yamal, qui a fait beaucoup de misère à Lucas Digne, notamment sur ce match. Après, bon voilà, ça, c'est certes un fait de jeu, ça aurait pu être différent s'il n'y avait pas eu ce penalty, mais c'est pas que dû au penalty. Il y a eu une démonstration dans tous les cas. Il y a eu penalty parce qu'il y a eu aussi. Je vais te relancer un petit peu, te titiller un peu, je te sentais. Oui, voilà. oui. Non, on va s'arrêter. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il a sorti Rabiot parce qu'il avait pris un carton jaune. C'était le seul qui secouait le cocotier. Moi, je l'aurais pas sorti. Parce que, et s'il prend un autre jaune, et si tu le sors, il ne le prendra pas le deuxième jaune. Le problème, c'est qu'on n'avait pas le ballon. Tout à fait. Non, il y a plusieurs éléments, mais c'est vrai que sur l'aspect tactique, on va dire que on n'a pas su amener des réponses. Et c'est vrai que Didier Deschamps, on y reviendra tout à l'heure, mais voilà, a souvent trouvé les bonnes réponses. Et malheureusement, on n'a pas su exprimer notre potentiel sur ce match-là, et les regrets, en fait, ils sont là parce qu'on n'a pas existé, quoi. C'est-à-dire que notre quatuor offensif, il a pas existé du match. Et puis bon, on va dire aussi, ce qu'on peut relever, c'est quand même un Olysée qu'on avait monté très très haut. Voilà, et c'est le football. C'est-à-dire que d'un match où on comparait déjà Olysée à certains monuments de notre football, il a que 25 ans. C'est un bon Français. Et malheureusement, sur ce match-là, les quelques ballons qu'il a d'exploitables, il passe à côté. Il les a rendus à l'adversaire, et ça a été terrible, voilà, pour nous. Il restera le meilleur passeur quand même de cette Coupe du Monde dans les statistiques, mais ça ne fait pas gagner un match. On y reviendra après. Voilà. Deuxième demi-finale qui offrait un immense classique du football mondial avec l'Argentine-Angleterre. Un match très symbolique, un match chargé d'histoire, une réalité qui dépasse souvent le simple cadre du sport. L'Argentine bat l'Angleterre 2-1. Est-ce que cette rencontre a été à la hauteur de son prestige ? Par rapport à ce qu'on a vu de la part de l'Argentine, ils ont fait une démonstration de jeu constant sur les 10 dernières minutes. Et les Anglais, ils ont été incapables de sortir leur truc de là. Ils ont subi. Quand je vois le coach qui fait rentrer un mec qui fait 2,10 m pour jouer, en plus derrière ils prennent le but. Dan Burn, oui. C'est fini, le match est mort, quoi. Je veux dire, ils ont refusé de jouer. Il y avait 11 joueurs avec le gardien qui étaient dans les 18 mètres, et Messi qui a mis 4 ou 5 ballons où il fallait les mettre, et qui ont rencontré la tête qui poussait le ballon et le reste qui a fait la différence. Le football, c'est ça. C'est des choses qu'on ne peut pas prévoir, qu'elles on pense pas, et quand ça arrive, on regarde partout et on comprend pas. Ouais, c'est ça. Après, on se souvient justement des. Tu dis que c'était une rencontre chargée d'histoire. Moi, je le vois avec mon jeune âge, mais la main de Dieu, justement, oui, c'est chargé que lui. Là. Ouais, c'est ça, c'est chargé de souvenirs. Ouais. Donc, de par justement mon jeune âge, de voir de belles équipes comme ça s'affronter, c'est toujours quelque chose. Mine de rien, l'Angleterre, elle arrivait justement avec une grosse équipe, de belles promesses, puisque on les voyait quand même aller assez loin avec
avec un Thomas Tuchel qui a fait du beau boulot jusque-là et une belle équipe avec de beaux joueurs. Mais voilà, comme à la suite des matchs précédents, l'Argentine a fait de l'Argentine, c'est-à-dire un Messi qui a déposé les ballons où il fallait, malgré justement l'ouverture du score assez tôt des Anglais. Là où on en veut justement à Deschamps de ne pas avoir fait les bons choix, on en veut aussi peut-être à Tourelle de les avoir conditionnés à reculer, alors que il fallait sportivement, à mon avis, Nico, tu pourras peut-être en dire un mot, aller de l'avant et mettre ce deuxième but, puisqu'ils avaient les capacités pour. C'est une Argentine qui était fatiguée. Puis voilà, quand la bête n'est pas encore morte, elle est toujours dangereuse. Et exactement. Donc voilà, elle a fait de l'Albi Céleste. Donc Bravo à eux d'avoir eu ce supplément comme d'habitude en fin de match, mais on en veut peut-être aux Anglais de pas avoir vraiment fait ce qu'il fallait faire avec les joueurs puisque arrivé en demi-finale mené face à l'Argentine à la 30e, vu le début de match, il fallait breaker. Oui, tu verrouilles et tu occupes. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi, Nico. C'est que autant Deschamps, autant Tourelle n'a pas géré son événement, c'est-à-dire qu'il a son équipe qui est devant les Argentins. Il a tout pour justement faire mieux que gérer ce résultat, avec des joueurs avec des potentiels qui faisaient la différence offensivement, et on sentait les Argentins on va dire en difficulté vraiment à chaque attaque anglaise. Et puis ces choix défensifs ont remis l'Argentine en fait dans le jeu. Et si on remet l'Argentine dans le jeu, il s'est passé ce qui s'est passé avec un Léo Messi encore une fois qui crée le mythe encore plus fort de Messi, où il délivre 2 passes décisives dans les 10 dernières minutes, et tout un pays avec même un centre du pied droit extraordinaire qui dépose sur la tête, il a plus qu'à mettre au fond. Mais tout ça, c'est sûr que je te rejoins. Hein. Si l'Angleterre continue dans cette philosophie d'avancer, de faire mal à l'Argentine, normalement la place était pour les Anglais. Ça n'a pas été le cas. Et félicitations vraiment, parce que l'Argentine, c'était pas gagné pour eux. Et puis ces valeurs-là, entre guillemets aujourd'hui, l'expert du mental et de l'analyse montre encore une fois l'impact. Le choix d'un côté permet derrière, on va dire, le résultat final. Le choix et le risque. C'est ça qu'il faut évaluer. Également. Ouais. Bon, on aura peut-être toujours à dire avec quelques décisions arbitrales peut-être contestables, mais ça ne fait pas tout dans un match. Ils ont été loin d'avoir volé la victoire. Avec un énorme Léo comme ça, on ne peut que gagner. Ouais. Mais bon, voilà, Tourelle n'a pas fait du Tourelle, l'Angleterre n'a pas fait de l'Angleterre. Ouais. On regrette en tout cas que les Argentins ne nous montrent pas ce visage-là. On va dire, après, je pense qu'ils n'en ont pas les moyens physiques. On va dire de jouer ce football-là aussi dynamique, aussi énergique, parce que quand on voit ce qu'ils ont produit, c'est ce qui leur a permis à chaque tour d'aller chercher à l'arraché des qualifications, alors qu'ils auraient pu se retrouver comme le Brésil sur le côté. Quoi. Bien sûr. Et il faudra voir l'avenir sans Messi, ça sera plus compliqué. Faut en trouver l'autre. Les demi-finales ont donc livré leur verdict. La France s'est arrêtée aux portes de la finale face à l'Espagne. L'Angleterre a elle aussi vu son rêve s'envoler contre l'Argentine. On va donc jouer un match pour la 3e place entre ces deux perdants. Un match qui est souvent dénigré parce qu'on considère qu'il n'y a plus rien à gagner. Je pense quand même que quand on porte le maillot d'une équipe nationale, c'est important d'aller au bout. Enfin, c'est mon sentiment, et je pense qu'il faut relever la tête et savoir jouer ce match. Cette petite finale entre la France et l'Angleterre a complètement par contre échappé au schéma habituel, avec 10 buts inscrits et une victoire 6-4 pour les Anglais. Comment vous expliquez un match aussi ouvert seulement après quelques jours, après cette déception des demi-finales ? Je crois qu'il devait y avoir un orage qui arrivait, et donc tout le monde a accéléré, sauf nous, et nous on a réagi qu'à la 2e mi-temps. Ça c'est la version René, mais Nicolas, tu as une autre version à nous proposer. Non, mais bon, déjà c'est particulier parce qu'évidemment l'objectif n'est pas celui-là. Donc on vient pour un objectif qui est tout en haut, on est au pied de cet objectif, malheureusement on ne fera que regarder la finale. Donc il y a une grosse désillusion bien sûr par rapport aux protagonistes et notamment aux joueurs français. Derrière il y a une gestion
c'est-à-dire que on fait pas rejouer les mêmes 11, c'est-à-dire qu'il y a une gestion humaine, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont venus là, il y a 26 joueurs, donc Didier Deschamps a dû faire des choix pour qui c'est que j'ai envie de récompenser, qui c'est qui est un peu fatigué aujourd'hui que je vais mettre sur le côté, et malheureusement pour lui, il n'a pas trouvé la bonne formule, c'est-à-dire que les ressorts escomptés des entrants n'ont pas été, ne lui ont pas donné raison. Après, ces entrants-là, ils ont quasiment pas participé à la Coupe du Monde. Je pense notamment à Konaté derrière, qui a été complètement transparent. Également sur les côtés, Cherki. C'est vrai que moi, j'ai vu faire quand même pas mal d'efforts, donc c'est vrai que Cherki aussi décevant par rapport à son potentiel, mais j'ai envie de dire que ça a été une détresse collective. Puis derrière le talent. Je vais te dire 4-0 à la mi-temps, on est estomaqué. Qu'est-ce qui se passe quand tu regardes ce match, à la mi-temps, tu te dis j'arrête tout, je m'en vais, je vais me coucher. C'est ça en fait. C'est que d'un côté, on se tire vers le bas. Et de l'autre côté, il a trouvé les bons ressorts, c'est-à-dire qu'en changeant 2-3 joueurs, il a trouvé ceux qui allaient amener. Et on a vu une équipe anglaise qui a pris ses responsabilités. Et à l'inverse, une équipe française où notre force était l'aspect défensif. Et là, j'y viens. C'est que les changements qui ont été faits par Deschamps à la mi-temps ont porté leurs fruits. C'est-à-dire que là, il a réussi à trouver les solutions. Et la solution, presque, s'est résumée à un homme. Pour moi, c'est Dayo Upamecano. C'est-à-dire que ce garçon-là, il a été capable de changer le destin de cette rencontre. Oui, mais quand il est rentré, il a secoué tout le monde. Eh oui, René. On était absent. Secouer tout le monde. Est-ce que la question, c'est pas de faire un milieu de terrain plus constant que ce qu'on avait là, quoi? Mais écoute, Mais depuis derrière, tu vois tout. Donc tu peux corriger les mecs quand ça se passe. C'est ça. C'est pas dans une demi-heure après. Après, sur un match, tu vois, de 3e place, où forcément, comme l'a dit Nico, il y a de la désillusion, il y a de la déception, l'élimination est encore fraîche. Tu t'arrêtes aux portes de la finale, c'est compliqué de repartir de l'avant, parce que même si tu portes le maillot de ta nation, et ça c'est un honneur, il y a quand même, le côté déception qui prend quand même énormément le pas sur le reste. Après, là où on peut en vouloir justement à des choix tactiques qui n'ont pas été faits, c'est que en préambule, en amont de la compétition, du début de compète, Didier Deschamps a dit que si jamais son équipe prenait l'eau, il repassait à 3 au milieu. Donc là, tu soulignes une éventualité, Laurent, de repasser peut-être, tu vois, un milieu à 3, et ça aurait pu déjà, à mon avis, être fait précédemment, notamment contre un énorme milieu, celui de l'Aurora. Après, pour souligner et pour continuer sur ce que dit Nico, c'était un début de match compliqué où tu prends un but assez rapidement. Certains joueurs sont peut-être à blâmer du fait qu'ils étaient pas à fond et pas derrière leur entraîneur, parce que c'était quand même la dernière danse de Didier Deschamps. Donc ne serait-ce que pour lui, c'était important d'avoir, comme on le disait en début d'émission, ce supplément d'âme. Mais après, les entrants ont fait la différence. Le patron Dayo Upamecano a sonné la révolte, que ça soit devant, au milieu ou derrière, il était partout. Il a été exemplaire. Et après, forcément, quand il y a quelqu'un qui insuffle un vent positif et une révolte, on ne peut que le suivre derrière. Donc on a besoin de ce genre de leader, et malheureusement en première mi-temps, il n'y en avait pas pour différentes raisons. Alors on va faire un dernier mot avant d'aller sur la finale, et tu en parlais tout à l'heure, Nicolas, un petit mot que j'aimerais avoir de chacun par rapport à Didier Deschamps et le parcours qu'il nous a offert en 14 ans de présence à la tête de cette équipe de France. Je ne sais pas qui veut en faire un petit commentaire. Moi, je connais un peu pour l'avoir fréquenté il y a très longtemps, de loin, pas beaucoup. Déjà, c'est un Basque, avec des origines caractérielles qui sont les siennes et qui sont pas que les siennes. Et puis c'est un battant, c'est un défensif, il faut pas rêver, c'est intégrer un système, il faut le partager. On a eu une brochette de joueurs depuis 10 ans, puisque ça fait 14 ans qu'il est là, qui a jamais été aussi élevé, et ça fait partie de la richesse de l'équipe de France. Donc qui se soit trompé, il y a que ceux qui font rien qui se trompent jamais. Donc c'est des gens qui nous ont apporté beaucoup de choses. Donc on peut pas critiquer, même si tout est critiquable, mais c'est le respect de l'homme. On peut juste lui dire merci. On peut lui dire merci, Didier, c'est exceptionnel. Enfin, bien évidemment, quand on est là pour commenter un résultat, on va regarder le contenu, mais quand on voit le parcours qu'il a effectué, l'état dans lequel était l'équipe de France quand il l'a prise, et aujourd'hui où est-ce qu'il la laisse. Conditions de l'époque, oui. J'ai envie d'y ajouter aussi quelqu'un qui est fondamental aussi, qui a été fondamental, c'est Guy Stéphane. Bien sûr. Voilà, son alter ego. C'est ce duo en fait qui a fait que l'équipe de France aujourd'hui elle
Elle est depuis maintenant presque 10 ans dans les 4 meilleures équipes du monde. Donc merci Didier pour tout. Merci par rapport à ses valeurs. Bien évidemment que sur le plan football, on peut toujours en discuter. Mais moi, s'il y a un mot qui ressort au-delà de merci, c'est un gagneur. Exactement. Ce mec, il a gagné partout où il est passé. C'est quand même le premier joueur à soulever la Coupe du Monde pour l'équipe de France. C'est sûr. Et c'est aussi derrière le second entraîneur à pouvoir rajouter cette étoile. Donc on peut que le remercier. Et puis je pense que voilà, il a donné le maximum. Et encore une fois, c'est vrai qu'on peut être déçu aujourd'hui parce qu'on avait un effectif et du matériel exceptionnel. Voilà, il a aussi montré qu'il était capable de changer parce que beaucoup de personnes, bien sûr, restaient sur ce côté défensif. Il a eu l'audace d'accepter aussi ces changements, ces différentes générations à gérer. Mais il avait aussi les joueurs pour le faire. Il avait les joueurs, mais évidemment, mais il les avait aussi avant. Avant, il y avait aussi beaucoup de matériel. Et puis, il a toujours réussi à s'adapter. Et là, ça n'a pas été concluant. Mais en tout cas, voilà, ils nous ont fait rêver. Qu'on le veuille ou pas, on est passé à côté d'un match, ça arrive. Le match pour la 3e place est plus anecdotique, même s'il est perdu, on restera sur cette deuxième mi-temps qui a été gagnée 4-2. Un petit mot pour finir sur Didier Deschamps. Moi, j'étais pas né en 98, donc il m'a entre guillemets offert ma première Coupe du Monde en 2018 et en vrai c'est des souvenirs que j'aurai à vie. Si on peut parler un petit peu plus sportivement, c'est pas forcément sexy mais ça gagne et pour le coup, qu'est-ce qu'on retient après quelques années, c'est aussi les résultats, c'est ce qui fait que justement ça fait la différence entre les nations. J'ai qu'un mot à lui dire comme à l'image de ce qui a été dit précédemment, c'est merci, puisque pour le coup un mandat de 14 ans c'est long, c'est aussi important de toujours avoir un groupe uni, soudé, c'est ce qu'il a réussi à faire au fil des années puisqu'il reprend quand même une équipe de France malade. Ça aurait pu s'arrêter très vite, il se qualifie pas contre l'Ukraine. Peut-être que justement on n'est pas là en train d'en parler, donc que ça soit en 2016 finaliste de l'Euro, 2018 gagnant de la Coupe du Monde, finaliste en 2022 ou même là aux portes de la finale, on ne peut que le remercier pour ce qu'il a fait avec justement les joueurs mais l'entraîneur est là aussi pour les faire jouer, c'est bien beau justement d'avoir les meilleurs joueurs, mais si on n'anime pas tout ça, ça ne peut pas forcément fonctionner comme il faudrait. Donc un grand merci pour ce qu'il a fait parce que ça reste à mon humble avis le plus gros palmarès et l'un des grands hommes justement du sport français. Il a su jouer avec le collectif parce que le collectif c'est la base de tout, donc il s'est pas trompé de ce côté-là. Donc merci Didier Deschamps. Place à la finale quand même maintenant parce que il faut qu'on parle de ce match entre l'Espagne et l'Argentine. 2 géants du football mondial, 2 équipes qui avaient l'impression impressionnées tout au long de la compétition. Le champion d'Europe contre le champion du monde en titre, 2 équipes avec 2 philosophies de jeu bien différentes. Au terme du final très intense, il a fallu attendre une prolongation pour voir Ferran Torres inscrire le but de la rencontre et offrir à l'Espagne un 2e sacre mondial. 16 ans après celui de 2010, l'Espagne s'impose 1-0 face à l'Argentine. Mais mon Dieu que ce fut long et dur. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette finale ? Pour le coup, c'était quand même, comme tu l'as dit, assez long. La Rora, elle, a fait du football et je pense que c'est le football qui a gagné hier, malgré le fait que pour tout ce que peut représenter Messi, la grinta sud-américaine et l'albicéleste en général, il n'y a pas eu photo hier. Pour le coup, c'est 2 très belles nations du sport mondial, mais hier, il n'y avait juste pas photo. On a eu une équipe qui a joué au ballon et l'autre qui a joué avec ses forces malgré la fatigue et beaucoup de fatigue, c'est-à-dire pas mal de coups, pas mal de roublardises, souvent à la limite du sportif. Ça devait pas être simple pour l'arbitre d'arbitrer ce genre de rencontre, il l'a bien fait. La logique a été respectée, il y a eu quand même jusqu'à la 110e ou 115e minute 20 tirs à 0 pour les Espagnols. Ouais, c'est ça. Bon voilà, je veux dire, on peut apprécier le jeu sud-américain, cette grinta, mais là c'est un peu indigne de ce que l'albicéleste normalement peut proposer avec un Léo Messi inexistant comme à l'image de ses coéquipiers. Assez déçu quand même de la finale parce que une finale, certes, elle ne se joue pas, elle se gagne, mais il faut aussi quelques armes et un minimum de football pour gagner un match. Malheureusement, l'albicéleste ne l'a pas fait. En tant que puriste devant ma télé de football, je ne peux qu'être déçu, mais à la fin, on ne peut qu'être content que ça soit le football qui ait gagné
Voilà, 2-0 pour les Espagnols, strict minimum au vu de ce qu'ils ont montré. Bravo à eux pour la deuxième étoile et dommage pour Messi qui malheureusement s'arrête comme ça. Mais après, au vu de la physionomie de la rencontre et du scénario, on ne peut qu'être lucide et réaliste. C'est le football qui a gagné. 1-0 pour le... 1-0. 2-0, oui, mais tu vois, regarde, il y a eu le deuxième but refusé. Dans mon livre, c'est un peu plus de 0. Ouais, voilà, c'est ça. Dans l'esprit, si on veut être J'aurais factuel, voulu qu'il y ait eu 2-0 pour l'Espagne. Oui. Voilà, que tu l'aies voulu, c'est bien, mais voilà, on va remettre les choses en place. Un petit mot sur cette finale, Nicolas. Évidemment, bien sûr qu'on va y revenir et je confirme tout à fait ce que dit Nico. C'est une finale qui n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que sens unique. Alors est-ce que les Argentins ont eu peur de la démonstration des Espagnols contre nous? C'est possible. Maintenant, de là à se dévoyer autant avec aucune ambition dans le jeu, j'ai envie de dire que si c'était le cas, leur plan a failli fonctionner. Je pense qu'ils avaient une idée d'aller au tir au but. Parce qu'encore une fois, et même avec un joueur en moins, ils nous ont montré que dans les 5 dernières minutes, en commençant à jouer au football, en retrouvant Léo Messi sur le côté, si on se souvient bien, à la 118e, il y a un centre au premier poteau qui est détourné, qui aurait pu finir au fond, et pour aller au bout des prolongations et des pénaltys. Mais encore une fois, non, l'Argentine ne pouvait rien espérer. Bravo aux Espagnols. Oui, bravo aux Espagnols parce que c'est voilà, je pense que c'est l'équipe qui a on va dire qui a été la plus régulière, qui a une vraie philosophie de jeu, qui la met en place et au-delà de ça, l'état d'esprit argentin. Que voilà, où sur le terrain on peut jouer dur, etc. Mais il y a quelques joueurs qui pour moi n'ont pas leur place sur un terrain de football. On l'a vu avec des comportements complètement déplacés après le coup de sifflet final. Et pour moi, ça fait partie de voilà, c'est pas ces valeurs-là que j'aime dans le football. Mettre des coups après le coup de sifflet final, ne pas serrer la main à l'adversaire et au contraire vouloir aller en découdre, c'est pas ça le sport de haut niveau. C'est savoir aussi accepter la défaite et je crois que certains Argentins sont sortis par la petite porte sur cette finale. Oui, quand on entend tout ça, il faut s'inquiéter pour pas que ça se renouvelle. Mais pour moi, il y a eu une équipe qui voulait jouer et une autre qui voulait pas jouer. Et donc, quand on fait partie de ceux qui ne veulent pas jouer, ça peut pas être agréable, ça peut pas être bien vu, parce que le système en place, on aurait dit qu'il n'existait pas. Il y avait que des gens qui venaient se battre sur un côté ou dans l'axe, et l'autre équipe qui voulait justifier de leur qualité qu'ils avaient démontré. Ils auraient pu, puisqu'en fait, Nico, il a dit qu'il y avait 2-0, mais ça aurait pu être 2-0, 3-0, 4-0 si les Espagnols ils avaient continué d'appuyer, de jouer comme ça, parce que les Argentins ils avaient décidé, je pense, en arrivant, qu'ils voulaient aller jusqu'au penalty. Avant de fermer cette émission, un dernier tour de table. En un mot, on est court. Quel sera votre souvenir de cette Coupe du Monde 2026 ? Je l'ai écrit, moi, je vais le dire. Vas-y, en un mot. Je retiendrai avant tout l'extraordinaire densité du niveau de jeu. Jamais les écarts n'ont semblé aussi faibles entre les nations. Le football mondial continue de progresser, cette Coupe du Monde en est la plus belle illustration. Moi je vais dire quand même décevante parce que outre le fait qu'il y ait la déception de par l'équipe de France éliminée alors qu'on avait été habitué depuis les 2 dernières éditions à aller au bout ou du moins s'en rapprocher. Elle est controversée parce que autant on peut souligner le fait que ça soit une bonne chose pour les plus petites équipes qu'il y ait autant de nations, autant ça casse un petit peu l'esprit de la Coupe du Monde. Du fait que ça ne soit pas forcément toutes les meilleures nations qui soient représentées, puisqu'il y en a certaines qui sont passées à la trappe au détriment d'autres, peut-être un petit peu plus faibles. Voilà, bon, de ma jeune existence, c'est pas celle que je retiendrai en premier, c'est pas celle qui m'a fait le plus vibrer. Après, pour le coup, c'était intéressant de voir, voilà, quelques oppositions un peu différentes. Donc, on verra sur les prochaines éditions. En tout cas, il y a le côté sportif où moi je retiendrai bien sûr l'Espagne avec un collectif formidable au détriment d'individualités nous concernant avec on va dire que les meilleurs joueurs n'ont pas gagné cette Coupe du Monde encore une fois. Et puis après sur le côté plus politique, je retiendrai aussi que on est en train de changer, de dénaturer notre football. Pour la preuve très fraîche, la finale de la Coupe du Monde.
où les règles sont modifiées avec une mi-temps qui dure 25 minutes. Bon, pour moi, c'est pas ça le football. Des cartons. Voilà, C'était des cartons, tout à fait. Oui. Oui, non, mais Ça, ça a été très critiqué. au-delà des cartons, c'est que la mi-temps. Nous, sur la finale. On n'est pas le Super Bowl. Voilà, Super Bowl, ils font des mi-temps de 30-40 minutes pour faire du spectacle. Non, le spectacle, nous, c'est 90 minutes. C'est sur le terrain. Voilà, donc pour moi, ça dénature notre sport. Maintenant, est-ce que ce sont les orientations quelles sont les orientations? Ça me fait plaisir que la génération de Nicolas ait aussi ce regard-là, qui est plus jeune. Ben voilà, nous, on veut voir du football. Le problème, c'est que il faudra maintenant qu'on surveille beaucoup plus tout ce qui se passe dans les 18 mètres, tout ce qui se passe sur le terrain, avant de dire amen à tout, quoi. Merci à tous les trois pour vos analyses, votre passion et votre regard tout au long de cette émission. Merci à René Trébout, à Nicolas Bayod et Nicolas Koumel-Salver d'avoir partagé ce grand débrief avec moi. Merci à nos partenaires, la Ligue Occitanie de football, son président Guy Glaria et les 12 districts qui nous ont accompagnés pour la réalisation de ces 22 chroniques spéciales Coupe du Monde, à l'ensemble des chroniqueurs qui ont participé, à LG Consultants, Semper Connect et l'agence Bellombra, avec Bruno Hamet. Merci également à vous, auditeurs et internautes, de nous avoir suivis tout au long de cette formidable série consacrée à l'histoire et à l'actualité de la Coupe du Monde de football. Continuez à liker, à commenter, partager, surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est vous, notre moteur. Depuis l'Uruguay en 1930 jusqu'à ce sacre de l'Espagne en 2026, nous avons parcouru près d'un siècle d'histoire, revécu les grands exploits, célébré les grandes légendes et partagé une même passion, celle du football. Le Mondial 2026 entre désormais dans l'histoire. Le prochain rendez-vous est déjà fixé en 2030 pour une édition anniversaire qui promet d'être exceptionnelle. C'est la fin du match de cette 162e émission de Et si on parlait de sport. Cette émission à retrouver en podcast sur les plateformes habituelles ainsi que sur notre site Et si on parlait de sport. Très belle semaine à tous et à toutes et à très bientôt pour une nouvelle émission consacrée à celles et ceux qui font vivre le sport au quotidien. D'ici là, continuez à vivre le sport avec passion. Très belle semaine à tous et surtout n'oubliez jamais Et si on parlait de sport.